Mon parcours, j'ai donc, moi, j'ai toujours fait du cinéma en fait, hein, toute ma vie. J'ai commencé à faire des courts-métrages dans mon coin. Bon, à l'époque, parce que quand même, je suis un vieux monsieur, hein, j'ai 62 ans, donc j'ai commencé à faire des films en Super 8. Ça va pas dire grand-chose à beaucoup de jeunes. En tout cas, voilà, c'était de la pellicule, c'était de l'argentique, mais c'était une pellicule pour film amateur. Et je me suis fait la main là-dessus, en fait. Et après, je suis passé à des formats un peu plus élaborés, 16 mm, 35. Et voilà, en fait, j'ai vraiment appris sur le tas. Je faisais mes courts-métrages dans mon coin. Et j'ai commencé, en fait, à les financer moi-même, hein. C'était des films faits avec trois bouts de ficelle, hein, des films à l'arrache déjà, dans mon jeune âge. Et ça a donc coïncidé avec les débuts de Canal+. Et au tout début de Canal+, ils achetaient pas mal de courts-métrages. Voilà, il y avait une politique qui était assez favorable voilà, pour les films courts. Donc, ça m'a permis d'en vivre, en fait. Je faisais mes films de mon côté, j'arrivais à les vendre. Bon, je ne gagnais pas des milliers et des cents, mais en tout cas, ça se passait plutôt bien. Et en fait, moi, j'étais totalement libre. Donc, je ne demandais de subvention à personne. Je faisais mes films, je les vendais, point barre. Et en fait, il y a un moment donné où des producteurs de long métrage sont venus me voir en me disant on aimerait produire ton premier long métrage. Donc c'était les vrais gens du cinéma, les vrais professionnels de la profession. Donc évidemment j'étais quand même heureux, hein, j'étais même flatté. Et je suis rentré dans ce vrai monde du cinéma. Donc voilà, où j'ai fait mon premier long métrage. Donc c'était en 1999. Hein, c'est quand même assez ancien. On parlait en francs à l'époque. Et voilà, donc ensuite, j'ai voulu en refaire un autre. C'était plus compliqué parce que voilà, on m'a imposé voilà, des comédiens, il fallait travailler sur tel et tel sujet. Bon, après, évidemment, quand même, je me suis dit, autant accepter, hein, toutes ces propositions. Donc j'ai fait des films de commande, j'ai fait des téléfilms pour France Télévisions, Arte, des documentaires. Donc j'ai tourné pendant longtemps, de longues années, où j'étais vraiment dans le milieu du cinéma et de la télé. J'étais plein pot dedans, quoi. Mais je gardais toujours ce souci d'être libre. Enfin, j'avais commencé le cinéma parce que déjà, à mon époque, en fait, les gens qui voulaient faire du cinéma, c'est pas parce qu'ils aimaient le cinéma, hein, c'est parce qu'ils voulaient rentrer dans le milieu du cinéma. Ce qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire que les gens veulent faire du cinéma, non pas parce qu'ils aiment le cinéma, mais parce qu'ils veulent rentrer dans ce monde magnifique du cinéma professionnel. Donc, moi, ça n'a jamais été mon cas, hein. Moi, je voulais faire du cinéma parce que j'aimais le cinéma. J'aimais être dans une salle de cinéma à voir des films. Et j'avais une sorte de, oui, enfin bon, je dirais pas un mépris, c'est un peu fort, mais disons que le monde du cinéma ne m'a jamais vraiment préoccupé, ne m'a jamais vraiment intéressé. Donc, moi, même quand je faisais des films, vraiment des films de commande, hein, des trucs, franchement, on fait ça que pour gagner de l'argent, et en parallèle, je continuais à faire mes courts-métrages en toute liberté, avec les comédiens que je voulais, sur les sujets que je voulais, sans demander de compte, sans rendre de compte à personne. Et j'ai continué comme ça. Et à un moment donné, en effet, c'est un peu le moment du Covid qui m'a poussé vraiment à aller plus loin encore. C'est-à-dire que je me suis dit tout d'un coup, mais en fait, cette façon de faire des courts-métrages comme ça, pourquoi pas en faire un long-métrage, quoi, de la même manière, à l'arrache, comme ça. Donc j'ai fait Le Monde d'après. Le film est resté 6 mois à l'affiche, en fait, hein. Donc il a eu un très très gros succès. Voilà, donc pourtant c'est un film fait avec trois bouts de ficelle, vraiment. Et ensuite, ça m'a permis d'en faire un C'est deuxième. probablement donc un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, non? Ah, en fait, oui, carrément, oui, carrément. Et donc j'ai pu en faire un deuxième, un troisième, et en fait, en parallèle, je me suis dit, autant créer une chaîne YouTube, autant faire ça sur des réseaux pour avoir une communauté, un public, en fait. Et puis on est d'accord, vous êtes le producteur, donc en fait personne n'est venu vous Non, à personne. interférer, voilà, hein, d'accord. Non, 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 ça Il n'y a pas c'est de vraiment, c'est pas. liberté totale.
Total, ça, Finalement, vous êtes un peu le George Lucas français. Vous autoproduisez votre propre trilogie. C'est ça, voilà. Comme Spielberg aussi. Voilà. On vous souhaite pas un destin à la Francis Ford Coppola parce que le dernier il s'est ruiné, ça n'a pas marché. Donc. Ouais, c'est sûr. Voilà. On m'a dit que George Lucas était un tout petit peu plus friqué que moi, mais bon, après, ce sont des rumeurs, hein, je tiens à dire. Mais... Donc, voilà. Parlez-nous de ce moment où vous transitionnez, si j'ose dire, c'est un mot maintenant très codifié, mais bon, de cinéaste compatible avec le système à cinéaste en marge. Du système, enfin en tout cas même auteur considéré comme dissident presque, j'imagine. Non, oui, bien sûr. Aujourd'hui, évidemment, j'ai même une étiquette un peu sulfureuse, hein, je dirais. Mais en fait, à l'origine, comme je le disais auparavant, c'est que moi, je n'ai jamais été attiré par ce monde du cinéma. Donc, il y avait bien, je faisais des films, je voyais les gens qui étaient les responsables. Des chaînes, etc. Donc, ils ont toujours senti chez moi une sorte de petit dédain vis-à-vis d'eux. Donc, je n'ai jamais vraiment sympathisé réellement. J'étais toujours en marge. Hein. C'est-à-dire que moi, je parlais de films, cinéma, et basta, quoi. Le reste ne m'intéressait guère. Donc, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un changement chez moi, en fait. Hein. Donc, je suis resté le même, en réalité. Je suis vraiment resté le même, et je pense que ce qui se passe aussi, c'est-à-dire que quand on est plus jeune, on a plus peur de l'avenir, je dirais, bien sûr, évidemment. Et là, arrivé à mon âge, très ancien, très vieux, donc je me suis dit, je peux tout me permettre, en fait, parce que je n'attends plus rien, en fait, du système, donc je peux y aller. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de mes collègues qui sont restés mes amis, qui me disent souvent, quand j'aurai ton âge, je pourrai le faire. Ah ouais, c'en est quand même là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on commence à jouer un peu avec ce genre de sketch très codifié, donc très satirique, on sait qu'on va perdre des ronds de serviettes de ci, de là, quoi, et qu'il y a des endroits où on ne sera plus invité, quoi. Donc voilà, c'est pas un mythe, on est bien d'accord. Bon, non, bien sûr. On s'en doutait, mais c'est bien de le rappeler, quoi. Bon, après, évidemment... Vous avez fait une croix sur Arte, alors, en gros. Oui, mais ça va, c'est depuis longtemps. non, après, c'est sûr que par rapport, si on veut travailler sur des téléfilms, etc., déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué quand on est un homme blanc, vieux, comme moi. C'est mon cas, je n'y peux rien, je suis né comme ça, pas vieux, je ne suis pas né vieux quand même, mais en tout cas, je le suis devenu. Donc après, forcément, aujourd'hui, travailler pour la télévision, c'est quasiment impossible. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai même des potes à moi, ils arrivent à 50 balais, ils savent que c'est terminé, quoi. Donc, il faut remplir les quotas, il faut du jeunisme, il faut aussi... maintenant, il y a des règles quand même très, très précises pour embaucher les personnes qui réalisent et qui écrivent les films. Donc, il faut une parité absolue. Donc, et comme il y a puis, dans la doctrine que ces créatifs portent, il faut être compatible avec... N'en parlons même ça s'est pas calmé là en France, la pression woke, gauchiste, caviar, tout ça là. Non, absolument pas. Vu que de toute façon, les sujets sont, je dirais, donnés déjà d'avance. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans les clous toujours, hein, tout le temps. Donc, est-ce que vous avez vécu des désillusions par rapport à ce système ? Parce qu'on comprend bien que vous avez toujours été un peu en marge et un peu critique, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où même vous avez ressenti physiquement le côté « c'est bon, j'en peux plus, là je vais leur rentrer dans le large, j'en peux plus ». Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque on est pas mal à ressentir ça, même dans des contextes différents. Leur rentrer dans le large, pas vraiment, mais après c'est vrai que c'est un monde qui est géré par des gens qui sont parfois pas très qui n'ont pas inventé l'eau chaude, quoi. Donc évidemment on se retrouve des cas de figure un peu étranges, quoi, dont des gens qui n'y connaissent rien aussi, qui sont là parce qu'ils sont fils ou filles de machin, et donc on se retrouve en effet avec des gens qui sont un peu incompétents, en fait. Donc et aussi c'est vrai que c'est-à-dire que je connais aucun cinéaste qui n'a pas vécu des illusions extrêmes. Hein. Moi, c'est sûr que j'en ai des kilos
et des kilos. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, quand je me souviens d'un moment donné, à France Télé, je propose une série de 4 épisodes de 90 minutes, un sujet perso à moi. La nana qui est directrice de la fiction me dit « C'est formidable, tu veux filmer quand ?» Donc je me dis « Incroyable, c'est vraiment top. » Donc on se fixe une date et j'ai pas de nouvelles au bout d'un mois, 2 mois, c'est bizarre quand même. Je l'appelle et là, non, c'est même pas que je l'appelle, c'est que j'apprends par les journaux qu'elle a été virée. Et donc, en fait, la nana n'était même pas au courant qu'elle avait été virée. Donc voilà. Donc évidemment. C'est-à-dire qu'elle-même l'apprend par les journaux, donc. C'est ça, mais c'est un truc de fou. Que, voilà, c'est une sorte de. Voilà, là-bas, c'est. Oui, c'est une sorte d'environnement de goujaterie permanente. Complètement. On a tous les pouvoirs et du jour au lendemain, on n'en a plus aucun. Donc évidemment, la personne qui remplace la directrice de la fiction, tous les projets qui avaient été, votés et avec un contrat avec elle, ils auraient été bien sûr foutus à la poubelle. Donc moi, je suis passé à la trappe immédiatement. Donc c'est sûr que ça c'est des coups durs parce que quand on a le feu vert de la chaîne télé, c'est pour un téléfilm, donc on n'a pas à chercher un financement autre. On a tout. J'avais les comédiens, j'avais absolument tout. Et là du jour au lendemain, c'est non. D'ailleurs, notons au passage que les comédiens ils sont super courageux, hein, parce que eux aussi, bosser avec vous, c'est sulfureux, non, un peu sur les bords. Ils ont pas de mal à retrouver du boulot. Ou il faut qu'ils s'autoproduisent sur scène de théâtre et autres. On sent que c'est aussi des acteurs de théâtre d'ailleurs. Non, pas forcément. Étrangement, non. Bon, déjà, en effet, il faut bien se dire que donc je fais de la fiction, et en plus c'est de l'humour, de la comédie, donc il y a quand même pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui, je sais, qui like mes vidéos et pourtant ils sont plutôt dans le genre super progressiste. Enfin voilà, ils sont dans le moule absolu, mais en même temps en douce, ça les fait bien rigoler et voilà quoi. Donc en fait ça va quoi, ça ne crée pas une explosion totale. Non, ça va. Mais bon, quand même, il doit y avoir des moments de mise en abîme très drôles, c'est-à-dire que vos œuvres doivent amener des gens à vous parler tel que les acteurs parlent dans les films, du genre « Mais t'as pas l'impression de faire le jeu de l'extrême droite ?» On vous l'a dit une ou deux fois, ça, ou pas? Enfin, encore faut-il qu'ils osent être débiles au point de vous donner des idées de mise en scène. Voilà, et donc du coup... Personne n'ose en fait. Ils n'ont pas osé, d'accord. Non, mais je sais pas, j'aurais trouvé ça en tout cas particulièrement jubilatoire. Mais bon, après, plus sérieusement, vous êtes en train d'utiliser l'humour comme arme politique. Oui, je pense que... vous faites consciemment ou c'est juste parce que ça vous amuse? Non, oui, les deux, hein, évidemment. D'accord, ok. Les deux, bien. Vous êtes bien un militant, quelque part. Enfin, un militant pas acharné, mais quand même un peu, quoi. Non, bien sûr, mais après, le truc, je pense que quand on rit d'une chose, c'est qu'on la comprend. On ne rit pas d'une chose qu'on ne comprend pas. Donc, pour moi, le rire est vecteur d'intelligence, de prise de conscience également. Donc, on peut avoir peur d'une chose qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est la majorité du temps, c'est ça. D'ailleurs, on a peur de choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on rit d'une chose, c'est vrai que ça veut dire qu'on l'a comprise. Excellent. Donc, je pense en effet que le rire était quelque chose qui était très sain, très... un rire intelligent, pas un rire, bien entendu, juste moqueur et bébête. Hein. J'essaie de faire en sorte que le rire soit plutôt relevé, quoi, je dirais. Mais enfin, je pense que c'est un vecteur pour comprendre les choses, en effet. Moi, je vais vous dire une chose. Au moment aussi, voilà. Je suis pas drôle et je regrette parce que humour vient de humor en latin. C'est comment rendre les choses fluides. Ouais. Et c'est voilà, l'humour, c'est le comburant, c'est mets de l'huile et le message passe. Et puis il y a pas longtemps, je suis tombé, enfin il y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier, j'ai commencé à lire un certain Popovic. Vous le connaissez à tout hasard? C'est super intéressant. C'est un gars qui a contribué à faire tomber Milosevic en 2000. Et il a écrit un bouquin dont le titre est très évocateur. C'est Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et qu'on n'a pas d'armes. Et donc, voilà, dès le début, c'est clairement de la pédagogie sur le ton de l'humour. Et nous, on ne sait pas bien ce qui s'est passé en Serbie, puis c'est il y a 25 ans, enfin même un peu plus, qui s'est battu quelque temps.
Et son arme principale, c'était l'humour. Son bouclier, c'était la satire. On a dit, oui, et c'est marrant, ça me passionne parce que vraiment, j'aurais jamais imaginé ça, quoi. Je connaissais rien à l'histoire de la Serbie. Et en fait, non, ce mec, à tel point, enfin, maintenant, comme il a une fantastique expérience de dissident astucieux, il a créé un centre pour un truc qui s'appelle d'ailleurs Canvas. Et donc, alors je vais vous le dire en anglais, le Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Donc voilà, le centre pour les stratégies appliquées d'action non violente. Voilà. Et il l'a créé, tenez-vous bien, il a démarré en 2003. Et cette organisation, qui crée donc des militants pro-démocratie comme moi d'ailleurs, il a créé ça dans plus de 50 pays. Il y a des antennes dans 50 pays, tout ça, vous voyez. Donc ça, voilà. Donc comme quoi l'humour peut rentrer dans une sorte de stratégie consciente, vous voyez, de déconstruction des fameux déconstructeurs d'ailleurs. Je voudrais passer la parole à mon camarade Alain. Vous pouvez répondre. Je voulais juste préciser que je crois que Alain doit brûler d'impatience d'échanger aussi avec vous. Donc, je parle trop. Oui. Alain, mon ami, vas-y. Puis, Alain, vous savez, je vous garantis, il a un truc. Donc, il faudra peut-être, je sais pas, à un moment donné, vous allez voir, il a un truc, il a une voix, il a une présence. Voilà. Hein ? Écoutez, Frédéric, c'est mon meilleur agent, on peut le dire, vous savez. Il me prend d'ailleurs 10%, comme tous les agents, de tout ce que je touche. Alors, ça y est, tous mes effets se sont écroulés maintenant, ça y est. Voilà, non, je suis bénévole, promis. Allez, on va dire que Laurent Firode, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est formidable, c'est que vous avez une indépendance et d'esprit et financière. Ça vous permet de travailler sur tous les fronts. Mais moi, j'ai la sensation que vos récents courts-métrages qu'on peut voir avec délectation sur Internet, eh bien, il se trouve que ça aurait été formidable d'avoir ce format court sur une chaîne de télé avant le programme de prime time. Et quand on connaît aujourd'hui les chaînes de télé qui sont très très friandes de ce genre de format de 6, 7, 8 minutes comme ça, est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de proposer ces petits courts-métrages à quelques chaînes que ce soit ? Alors moi je pense que ça aurait très bien fonctionné sur M6, sur Service Public à une époque peut-être. Est-ce que vous avez eu la tentation de cela, même si c'est un peu poil à gratter, vous voyez ? Non, vraiment pas, parce que je connais très très bien les gens qui y travaillent dans ces chaînes-là, et c'est totalement, c'est plus qu'improbable. C'est-à-dire que c'est du domaine du surnaturel. C'est-à-dire que je serais moins surpris de voir, par exemple, un dragon se poser sur la Tour Eiffel que de voir quelqu'un accepter d'une chaîne télé mes sketchs. Vous voyez. Bon, au moins c'est clair. Est-ce que sincèrement, si je vous compare un réalisateur qui était indépendant, qui toute sa vie a dénoncé le système cinématographique français et qui a beaucoup cherché d'argent pour pouvoir financer ses œuvres de manière totalement libre, vous me faites beaucoup penser à Jean-Pierre Mocky. Est-ce que c'est un compliment pour vous ? Non. Non, c'est pas un compliment. Non, voilà. Je vais être cash. Oui, bien sûr. Mais c'était quelqu'un de tellement iconoclaste et qui avait un peu ce côté je fais du cinéma à tout prix et j'ai presque envie de dire je vais mourir en faisant du cinéma quitte à vendre ma dernière chemise. Disons qu'il y a ce côté-là, voilà, peut-être pas tellement sur le plan artistique mais sur le plan de l'indépendance d'esprit et financier. Voilà, coup ça, je connais un peu comment ça se passait, et c'est vrai que Mocky n'a pas cessé, c'était un amoureux fou du cinéma, il voulait faire ses films, très bien, je dis ça, c'est assez formidable. Après, il n'a jamais voulu faire des films en dehors du système, il a toujours quémandé auprès de gros stars pour avoir un financement, c'est-à-dire qu'il était là dans une posture de soumission totale au système parce qu'il voulait toujours des stars pour que ces stars financent le film. Donc c'est quelque chose que moi je refuse catégoriquement. Mais là-dessus je suis intransigeant, c'est-à-dire que moi je veux travailler avec des comédiens qui sont des gens que j'estime beaucoup, j'aime beaucoup les comédiens, mais qui ne sont surtout pas des stars. Surtout pas des gens qui se sont arrogés un pouvoir épouvantable, qui détiennent tout ce pouvoir. Moi, je dirais toujours niette. Je peux vous le dire, j'ai eu des propositions de gens inconnus, même assez connus, qui ont voulu tourner dans mes films un peu
sulfureux, je leur ai dit non, je ne veux pas, c'est pas dans ma démarche. Ma démarche à moi, c'est de faire des films complètement libres et également, parce que c'est un moteur pour moi essentiel, de faire en sorte que je vais donner enfin des rôles intéressants à des comédiens que j'estime beaucoup et qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui est dans le cinéma ou qui ont voilà, la chance. C'est le hasard souvent quand on obtient ce statut de star. Donc je sais qu'il y a énormément de comédiens qui sont bourrés de talent, des gens formidables, qui ne tournent pas assez. Et pour moi, c'est un moteur essentiel. Donc je refuserai toujours aujourd'hui de tourner avec des gens connus. Et quand on fait le parallèle entre Motti et moi, je dis non, je regrette parce que Motti, il ne cherchait que des gens qui étaient connus pour obtenir le financement du cinéma. Alors ça, quand moi j'étais dans le monde mainstream du cinéma, en effet, les producteurs me disaient toujours, je me souviens, on faisait des listes de stars, on allait voir les agents, c'était enfin, c'était ridicule, c'était grotesque, c'était n'importe quoi. Donc ça, je l'ai fait pendant moins 15 ans. Je sais très bien comment ça se passe, tout le monde le fait comme ça, et je ne veux plus le faire jamais de ma vie. C'est terminé pour moi, ça. Voilà. D'autant plus que vous avez eu la chance de tourner, malgré tout, avec, on va dire, des stars. En tout cas, vous avez tourné avec des gens comme Berléand, comme Johnny Hallyday. Moi, je me souviens quand même, vous avez eu la chance d'avoir quand même des castings assez impressionnants à une époque, et je peux même dire que j'ai vu peut-être ce que je considère comme votre meilleur film en salle, qui s'appelait donc Le battement d'ailes du papillon. Je l'ai vu en salle à l'époque. J'avais été très impressionné par la qualité de l'ensemble. Et je suis content de pouvoir vous le dire. Ben, merci beaucoup, mais ça me touche beaucoup. Mais en effet, quand on tourne avec des stars, moi je n'appelle pas ça une chance. Hein. C'est une malchance pour moi. Donc oui, non, je suis vraiment assez intransigeant. Hein. C'est-à-dire que cette liberté, j'y tiens vraiment. Et quand on filme avec une star, c'est qu'on sait très bien que le film est là, elle est faite pour elle. Elle est faite pour la star. Donc ça, maintenant, moi, je le refuse catégoriquement. Donc voilà, donc après, on m'a imposé des castings. Hein. Je sais très bien comment ça se passe. Donc ça, pour moi, c'est niette. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand je fais un film, je vais choisir les comédiens que je souhaite. Et personne ne va me dire prends un tel ou prends une telle. Non, bah c'est non, c'est tout, voilà. Alors, je voudrais passer la parole, Alain, je voudrais passer la parole à Kali, qui est avec nous. Pas de problème. Ne soyez pas timides, les autres amis, venez. Notre ami Débilocratie qui est là avec nous, eh bien, on le salue, on lui souhaite la bienvenue, on lui dit bonsoir. Oui, il a un nom de pseudonyme particulièrement prédestiné à vous poser des questions et à être d'accord avec vous, puisqu'il s'appelle Débilocratie. Bon, on l'appelle Kali, c'est son autre pseudo. Voilà. Mais il parle beaucoup de la débilocratie. Bienvenue à toi, Kali. Merci Fred, merci Alain et bonsoir à tous les deux. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ravi de pouvoir échanger avec vous parce que je me régale de vos petites vidéos sur X, effectivement. Alors, il y a deux choses. En fait, à la base, je voulais vous poser une question qui est en lien avec mon combat, qui est celui, comme Fred, de l'émergence de la véritable démocratie, qui combat la République représentative qui se prétend démocratique mais qui en est l'opposé. Mais j'avais une question que je voulais aborder avant parce que elle a été posée justement par Alain par rapport à Mocky et d'autres. J'aimerais savoir quel est votre quand vous dites que vous ne pouvez pas avoir d'espace de publication sur les chaînes dites mainstream ou la TNT, quand je repense à Groland, ce qui est fait depuis des années par effectivement le Groland donc de l'Épine, Salengro et puis Moustique depuis maintenant une paire d'années. Ouais. Finalement, vous n'êtes pas si loin que ça de ce qui... Et donc, votre capacité à pouvoir être diffusé, qu'est-ce qui vous différencie du Groland aujourd'hui dans ce que vous faites? Première question. Deuxième question, vous attaquez à juste titre le wokisme. J'ai d'ailleurs fait une publication aujourd'hui pour expliquer qu'il n'y a pas si longtemps des personnes qui nous expliquent à nous, pauvres petits lambda, comment on doit éduquer nos enfants alors que le mec il a une barbe, des cheveux blonds et puis une poitrine. Avant eux, ils étaient dans l'hôpital psychiatrique.
aujourd'hui, il nous explique à nous comment éduquer nos enfants. J'ai le sentiment que, en fait, les fous ont pris commande de l'asile et ont enfermé les médecins. J'aimerais savoir si aujourd'hui votre vision sur le wokisme, qui est très éclairée et que je partage parfaitement, ne pourrait pas aller encore plus loin pour s'attaquer également au système de gouvernance. C'est-à-dire que on est dans un système qui a totalement déraillé à tous les niveaux et pas seulement sur l'acceptation du wokisme. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous focalisez sur l'activité wokiste à juste titre et qui fait que vous n'allez pas peut-être plus sur ce qui a permis cela au niveau institutionnel? Voilà les deux questions que j'avais à poser. Alors, pour revenir à Groland déjà, Groland existe depuis très 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 longtemps, c'est une institution à Canal+, et je pense qu'il reste à cause de ça, parce qu'ils sont anciens, et qu'on n'y touche pas, ça fait de l'audimat, on n'y touche pas, ils sont là, on ne fait pas de remous. Enfin, ils ont quand même flingué les guignols, mais bon. Absolument. Ils avaient peut-être trop de pouvoir, les guignols. Tout à fait. Bien, absolument, mais bon, ils sont là, ils ont cette ancienneté, ce succès, donc c'est difficile un peu de les virer. Bien sûr, ils n'ont aucune envie de les virer, mais en tout cas, c'est évidemment impossible d'arriver avec un programme qui pourrait ressembler vaguement, se dire, bah non, on a déjà Groland. Donc en fait, voilà. Donc après, vous savez, ça me rappelle un peu comme quand je donne pas mal de cours non, je fais des ateliers avec des comédiens, ou même je donne des cours de comédie également. Et souvent, j'entends les jeunes dire entre eux, ah, c'est marrant, tu ressembles à, ils vont dire, une comédienne connue. Je dis, mais si elle ressemble à une comédienne connue, elle ne travaillera jamais, vu qu'il y a déjà la comédienne qui est connue, qui travaille. Forcément, c'est pas du tout un avantage. Au contraire, grand Dieu. Et la comédienne connue fera tout pour flinguer la carrière de celle qui lui ressemble un petit peu trop. En plus, on se souvient de ce comédien qui s'appelait Yves Alfonso, qui ressemblait beaucoup à Belmondo, et le pauvre, voilà, il ressemblait énormément. Et de même, le jeune qui ressemblait à Daniel Auteuil, qui avait été utilisé dans un film en version à Daniel Auteuil plus jeune, il a été flingué, ouais. Complètement. Donc évidemment, ce n'est vraiment pas un argument. Au contraire, c'est un argument en défaveur. Donc je dirais que si mes sketchs, quoique Groland, bien sûr, parfois ça envoie du lourd, mais très souvent ils sont quand même dans la norme totale. Hein. Ils ne sont pas fous non plus. L'astuce, c'est d'avoir aussi excentré la critique de la société dans un monde imaginaire. Quelque part, ça permet d'aseptiser la satire, je trouve. Tout à fait. Mais ça reste toujours gentil quand même. Bon. Voilà. Donc, voilà, pour moi, ça me paraît complètement impensable. C'est-à-dire que moi, je me souviens même à une époque où la France Télé cherchait des programmes courts. J'avais proposé un truc. Bon, après, voilà, on était arrivé quasiment au bout, et finalement, moi, j'ai été viré parce que voilà, il fallait pas dire tel et tel mot. Voilà, après, voilà, donc c'est tout. Donc c'est des trucs débiles. Hein. On a affaire à des gens, mais vous ne pouvez pas savoir, quoi. C'est effrayant, quoi. Donc voilà, j'ai même pas envie d'y aller, quoi. En fait, je m'en fous. J'ai passé l'âge, quoi. Tout ça, c'est passé complètement. Après, par rapport à l'autre partie de la question, je critique le wokisme. En effet, je critique le wokisme, mais très souvent, cette critique, elle va aussi beaucoup plus loin. Hein. Je ne critique pas seulement le wokisme, qui n'est qu'un avatar de tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que même dans mon premier long métrage qui critiquait énormément, je dirais que les sujets majeurs, c'était la folie qui s'était emparée du monde avec le Covid. J'avais critiqué dans ce film, c'était un film à sketch, différentes choses qui nous apparaissaient aujourd'hui, mais qui en fait résultent toujours de ce monde nouveau, quoi. Donc, ce monde nouveau, enfin, il n'est pas si nouveau que ça, justement. Là, je viens de tourner un sketch, justement, qui parle du monde ancien. Voilà, enfin bon, je ne veux pas spoiler, mais tiens, voilà, donc, c'est-à-dire que quand j'écris les sketchs,
en fait, voilà, je pars au café, moi j'écris au café le matin, comme ça, voilà. Et voilà, et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais voir, en fait? Qu'est-ce que j'aimerais voir et que je ne vois pas, ni sur les réseaux, ni a fortiori à la télévision, évidemment. Donc je me dis, voilà, donc j'aimerais bien, voilà, un petit sketch humoristique, ou même parfois pas forcément, qui va pas forcément prêter à rire comme aux éclats, mais en tout cas qui va donner une étincelle, comme ça, voilà. C'est des choses qui me, voilà, ça me motive, et voilà. Une étincelle cathartique, quoi, aussi. Voilà, mais bien sûr, tout à fait. Là, voilà, ce matin, j'en ai écrit 4. Voilà, donc, voilà, c'est des trucs, tu me dis, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça sorte. Ah oui, vous tournez beaucoup et en peu de temps. Oui, parce que par exemple, là, ce matin, je dis, ce matin, j'en ai écrit 4, et cet après-midi, j'en ai tourné 6. Et ça se passe où d'ailleurs, dans votre salon ou quoi? C'est moi, ouais. Ouais, ça, tout simplement, ouais, bah oui. Oui. Vous appelez les camarades acteurs que par ailleurs vous avez dans une école de théâtre, j'imagine. C'est une école de théâtre, c'est ça? Voilà, donc après, moi, oui, c'est une école, je fais des cours dans une école. On peut savoir laquelle? Ou c'est indiscret? Vous préférez pas? Je bouge en plus. Bougez. Ah non, d'accord, ok. Ouais, je bouge. Je me permettais de demander parce que j'en connais quelques-unes, c'est pour ça. Non, bien sûr, non, mais après, je bouge en fait, parce que je fais des interventions. J'ai donné auparavant des cours à Florent, par exemple. Mm-hmm. Bon, là, je suis resté peut-être 3 ans là-bas. Bon, c'est pas. Voilà. Non, Florent, c'est dur quand même. Florent, bon, moi, c'était l'époque où il y avait Florent. Le vieux ah oui. Ah, là, d'accord, ça change tout. De vieux grigou absurde, mais bon, en tout cas, qui avait quand même une culture, qui était, voilà, c'était un mec quand même intéressant. Bon, aujourd'hui, ça a été repris par. Moi, je l'ai connu quand c'est devenu une pompe à fric à fils de Bobo. Ça a donc été racheté par un fonds de pension américain, je crois. Donc, le truc, c'est juste, voilà, ils cherchent à faire du pognon. Et basta, ils en ont rien à foutre. Pour l'anecdote, donc je connaissais très bien Acting et le laboratoire de l'acteur, Hélène Chéruy. Oui, laboratoire de l'acteur, d'accord. Voilà. Là, je pense que vous connaissez, ouais. Ils sont sympas, bien plus libres aussi. Tout à fait, ouais, absolument. Mais voilà, quoi. Donc, non, pour revenir au sujet, voilà. Non, je ne parle pas seulement du wokisme, ça serait quand même trop simple. Je crois que le monde. Vous aimez bien les bobos quand même. Les bobos gauchistes pathologiques caviar, là. Je suis à Paris, donc forcément, je suis en tour. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a quand même un énorme paquet. Donc, évidemment, et après, ils me font rire, c'est vrai. Kali, vous voulez dire quelque chose? Vas-y, Kali. Ouais, pour revenir à la deuxième partie de ma question, en fait, je trouve que Thomas Séraphin a une vision très, comment dire, agressive envers le système républicain, qui, lui, me semble être vraiment très porté sur l'esprit démocratique. Et dans vos vidéos, on peut les percevoir en filigrane, en quelque sorte, mais c'est vrai que vous axez beaucoup sur l'absurdité wokisme. En même temps, c'est une caricature de par elle-même. Donc, je comprends en quelque sorte presque la facilité, quoi. C'est une évidence qu'on est dans une forme de pathologie psychologique qu'il est jouissif de croquer. Donc, je comprends parfaitement. Et qu'il est peut-être plus difficile d'axer sur le prisme purement politique. Mais ma question, c'est celle-là. C'est finalement, compte tenu du fait que vous avez cette capacité à croquer les absurdités humaines, est-ce que au bout d'un moment, vous vous dites pas l'origine de ce qui permet cela, c'est quand même le sens propre de la politique qui permet cette émergence du wokisme. Est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être aussi attaquée? C'était vraiment dans ce prisme-là, et pas simplement sur le côté, ça en fait partie, quoi. Non, bien sûr. Après, l'origine de cette folie, le wokisme est juste une facette de cette folie. Donc, il y en a plein d'autres. Est-ce qu'elle est le résultat de la politique? Je pense pas vraiment. En fait, c'est un mouvement historique qui est beaucoup plus profond que ça. C'est pas seulement politique, je pense. C'est un mouvement historique de la civilisation occidentale qui veut se suicider. Donc après, voilà, c'est beaucoup plus grave. On est au-delà de la politique. On est dans des mouvements de civilisation.
Et là, on a une civilisation qui veut, en effet, se suicider. Donc, tous les moyens sont bons, hein. Réchauffement climatique, voilà, enfin pseudo-réchauffement climatique, pseudo-crise sanitaire, voilà, menace de guerre, voilà, enfin tout est là pour faire en sorte qu'on disparaisse. D'ailleurs, je ne suis pas tellement très optimiste là-dessus. On va certainement disparaître. Bon, tant pis, mais autant disparaître en étant conscient, en étant plutôt conscient et en essayant d'en rire. Voilà. Disparaissons dans un grand éclat de rire. Exactement. Disparaissons dans un grand éclat de rire, c'est beaucoup plus joyeux que de disparaître en larmes, je trouve. Voilà. Je me permets une question, cher Laurent Firod. Oui. Qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui dans le monde du cinéma traditionnel, mainstream? Oui. Alors bon, pareil, hein, je vais y cash. On va se dire, mais quel orgueilleux, mais quel fou, donc personne. Voilà. Donc, oui. Après, bon, voilà, je m'en fous. Voilà, je peux non, mais en même temps, c'est un milieu tellement sectaire. Bah, oui, en plus, non. Vous êtes forcément un ovni, quoi, là-dedans. Bah, oui, non, c'est sûr. Bon, et après, c'est vrai que, voilà, quoi. Donc, quand moi je regarde des films, bah, c'est des films anciens. Je suis devenu un vieux con. Voilà, mais voilà, je ne m'en cache pas. Voilà, donc j'aime bien regarder des films anciens, les revoir. Voilà, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir des films récents. Moi, je suis comme vous. Hein, pour moi, la règle du jeu, Renoir, c'est indépassable, par exemple. Voilà. Je suis ce genre aussi, ouais. Je pense qu'Alain est pareil, il est très cinéphile aussi. Ouais. Du Vivier, Renoir, enfin, tout ce cinéma français d'avant-guerre déjà est extraordinaire. Donc, ça veut dire, c'est quand même, on se dit, bon, tant au niveau des acteurs que du scénario, enfin, de tout. Ouais, la règle du jeu, c'est 1936, quoi. Fabuleux, quoi. Donc, des trucs extraordinaires. Donc, voilà, après, il y a beaucoup de films aussi. Bon, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les films anciens. Même, Laurent, je suis un vieux. J'adore ce classicisme, voilà, c'est... Alors attendez les gars, attendez, on a honneur aux dames, on va quand même passer la parole à Val, puis après vous pourrez continuer à interagir naturellement, comme on est bleu, vous pourrez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. On accueille Val. Bonsoir. Voilà, d'autant que c'est presque il y a presque une inspiration de sketch là, si on se mettait à parler féminisme et tout. Donc je vais m'abstenir, mais en tout cas bienvenue Val. Bonsoir Monsieur Firod, et merci à Frédéric de nous permettre de partager un moment avec vous, et puis surtout de pouvoir avoir l'opportunité de vous parler. Alors moi je me régale bien sûr de vos vidéos, de vos films. J'essaye de partager au maximum. Et là c'est pas une question, mais là je voudrais savoir. J'imagine que vous devez avoir, enfin, à l'issue de vos tournages, vous devez avoir des fous rires énormes avec vos acteurs. Et pour faire un lien avec ce que Dibellocratie a dit tout à l'heure en parlant de Groland, qui en fait était visionnaire, parce que ce qu'ils ont pu faire en absurdité il y a quelques années, on a l'impression que maintenant c'est la réalité. Moi j'ai une petite inquiétude concernant vos vidéos, c'est que dans un jour futur où imaginons que toutes les archives seront détruites et qu'il reste que vos vidéos. Est-ce que si vos vidéos étaient utilisées pour l'éducation dans des cours d'histoire et seraient des référents de la réalité, je pense qu'on serait mal, quoi. Vu que l'esprit critique actuellement n'est plus là, le second degré ne serait plus là, peut-être que vous serez l'agent peut-être idolâtré parmi ce monde futur de gens qui diraient c'était ce qui se passait avant. Non mais même Val, moi c'est vrai, je me suis fait la réflexion une fois, je me suis dit il doit y avoir des gens qui en regardant les vidéos doivent dire je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais oui, mais c'est ça fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit côté. Quoi, ils ont raison. Enfin, je comprends pas. Il y en a pour qui l'ironie, c'est une langue étrangère et qu'ils n'arrivent pas à pratiquer. Après, je vais vous donner une source incroyable. Roulement de tambour, Laurent. Je fais un peu teaser, mais après, je vais vous donner une piste incroyable. Vous me remercierez. Vous serez content d'être venu. Ouais. Je laisse d'abord. Je vous laisse d'abord interagir avec Val. Val, pardon, on t'a coupé, mais après, vous allez voir. J'ai une super idée pour vous. Vraiment, au top.
Vous allez voir. Val, tu as terminé? Est-ce que tu as sauté? Non, c'est bon, le son est bon. Alors, je voulais juste rajouter que le wokisme, en fait, ça m'inspire. En fait, c'est l'opportunité pour les crétins, les incultes et puis aussi les gens complètement dérangés, hein, de pouvoir briller en société, tout simplement. Ah, comme c'est bien dit, c'est vrai. Hein. C'est tellement vrai, je veux dire que voilà, c'est exactement ça. Vous pouvez la reprendre, cette phrase. D'ailleurs, Val, je ne sais pas si si dans ton milieu ou dans ce que tu fais, je ne sais pas quel est ton parcours professionnel, mais je ne sais pas si tu t'intéresses au management et si parfois tu as pu butiner des théories managériales, la gestion des hommes et tout, ça te dit quelque chose ou pas? J'ai bossé dans ce milieu-là, j'ai bossé dans le milieu des startups. Et là, je peux vous dire, il y a du lourd aussi. Alors, parce que justement, ça va peut-être te parler. Moi, je bosse sur les organisations et il y a déjà assez longtemps de ça, j'étais tombé sur un bouquin qui s'appelait les foutaises du management, parce que ça me faisait rire. Je trouvais ça pas mal et tout. Et puis, le gars qui a sorti ce bouquin, après, on a sorti un autre et qui était traduit en France, s'appelait Objectif Zéro Salcon. Et le titre en anglais, c'était de Zero Asshole ou Asshole Objective, un truc comme ça. Voilà. Trou du cul, ils auraient pu dire trou du cul, mais ils l'ont traduit par salcon. Bon. Et puis, très intéressant concept, ça va vous parler. C'est que, en gros, non, mais je vais faire simple, mais ce gars qui s'appelle Bob Sutton, Robert Sutton, est un des profs les mieux payés de l'université de Stanford. Donc vraiment, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que lui, s'il met un gros mot sur un titre, c'est pas pour après faire du vulgos. C'est que simplement, il a compris qu'il fallait faire comme le général Patton, utiliser le juron pédagogique pour créer un petit choc, quoi. Et il a commencé à expliquer à ses étudiants, en effet, que toute organisation génère des strates de pouvoir et tout. Et pour expliquer ça, il est allé jusqu'à créer ce concept de trou du cul. Ce sont ceux qui sont les agents de mise en conformité du système et qui se sentent investis d'une mission moralement supérieure. Et d'ailleurs, on les appelle aussi les larbins. Non, alors les larbins, oui, mais pas chez Sutton. Ce sont ceux qui sont les gardiens des clés. Voilà, les gardiens des clés. Et généralement, moi, dans les organisations où je vais, parce que c'est mon métier, je les identifie tout de suite comme étant le principal goulot d'étranglement. Parce que, en fait, ce sont ceux qui érigent en quelque sorte certains départements qui sont importants dans les processus. Comme des espèces de forteresses, voilà, inexpugnables avec eux, etc. Et vous savez quoi? Les bobos me semblent être les garants, enfin les garants objectifs, les alliés objectifs aujourd'hui du contrôle social, exactement sur le même modèle à l'échelle de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, régulateurs de conformité, agents de mise en conformité, et c'est le moteur. C'est incroyable, parce que moi, quand j'ai vu vos vidéos, ça m'a tout de suite fait penser à Bob Sutton. En fait, lui, il a identifié les trous du cul, quoi. Ceux qui utilisent, c'est aussi très nietzschéen, bien sûr, le côté je te culpabilise moralement avec ma petite moraline pour me sentir supérieur. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est pas justement ces espèces de petits jeux de pouvoir qui ne disent pas leur nom? Bah si, c'est esprit bourgeois. Hein. Voilà, en fait, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est l'esprit bourgeois. Maintenant, on dit bobo, boki, etc. Mais en fait, c'est juste un problème de classe sociale uniquement. Hein, voilà, donc ça, c'est, je veux dire qu'on a ça collé au corps après. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis issu d'une classe très défavorisée. Hein, j'étais vraiment, j'étais dans une famille excessivement pauvre. Et voilà, quoi. Donc, le bourgeois, on le sent à des kilomètres, nous les pauvres. Vraiment, c'est ça. Oui, je comme vous. Voilà. C'est ça, c'est fou. On les sent à des kilomètres. Et ils pensent tous la même chose, en fait. Voilà. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, on sent que chez eux, la moraline, c'est un levier de pouvoir, quoi. En tout cas, d'intimidation, de brimade, de confiscation même, confiscation de certains concepts, de certains... Oui, c'est vraiment ça. Bien sûr. Et se donner bonne conscience, voilà, bien sûr, parce qu'il y a toujours cette culpabilité de se dire, voilà, je fais partie de la classe dominante, je suis un bourgeois, mon Dieu... Je me flagelle un peu, mais bon, pas trop quand même. Hein. Alors, Alain a eu raison de vous parler des larbins. Les larbins, il y a un petit texte qui circule que j'arrête pas de poster. Les larbins sont ceux qui ont l'aspiration de s'identifier à un moment donné à leur maître
Exactement. Et qui donc les faillotent, mais sans que les maîtres le sachent vraiment en plus. Donc c'est ça qui est un peu pathétique, c'est-à-dire on sent qu'ils ont espoir d'être repérés. Puis un jour, ils vous disent les gars, j'ai le numéro de Darmanin, j'ai son 06, il m'a jamais répondu, mais je peux l'appeler, je lui ai envoyé des textos, etc. Alors, je vais vous révéler maintenant la piste pour laquelle vous me remercierez si vous suivez mon conseil. Mais là, vous avez écrit 4 sketchs ce matin ? Ouais. Bon, bah là, vous allez vraiment devenir Stakhanovis, vous allez en faire 40 par jour. Vous allez sur certains espaces ici, et vous allez sur les espaces d'un personnage qui s'appelle Maître Macronard. D'accord. Qui est en fait le macroniste invétéré, indécrottable. Au bout d'un moment, ça devient une énigme. On se dit, quand il voit quand même que Macron est un tel fils de pute, enfin, excusez-moi les mots, mais au bout d'un moment, comment le mec il tient, quoi, hein, il est toujours dans la... toujours dans le... Je veux dire, par exemple, quand l'histoire de l'Aston Martin est sortie, il s'est dit, je vais faire enrager tout le monde. Il a titré un de ses space James Macron 007 en Aston Martin dans l'Elysée, quoi. Le mec est trop fier. C'est sa star, c'est son... Et ce type est réel. Et ben quand vous allez écouter les space, vous avez parfois 2 à 4 heures d'affilée de sketch permanent. Et le mieux, c'est si par hasard, vous avez un demi-facho qui débarque et qui va essayer de parler avec eux, et ils vont l'humilier, l'intimider, le rabaisser, lui couper la parole dès qu'il y a un truc qui dérape. Enfin, vous voyez, les space de Maître Macronard, c'est la plaque de verglas, quoi. Hein. Vous ne pouvez que déraper chez eux. Donc vraiment, voilà, vous me remercierez, vous nous remercierez. Vraiment, il faut que vous les écoutiez. Alors, écoutez-les en soum-soum, comme on dit. Vous pouvez écouter en mode anonyme, hein, parce que sinon, ils vont se réfréner. Parce qu'ils vont se dire, oula, il y a Laurent Firode, on va pas... Hein, d'accord. Mais je vous garantis, il y en a certains, vous pouvez juste les prendre tel quel. Faites un copier-coller, vous les passez dans un transcripteur d'IA. Vous n'avez même pas à vous embêter à écrire les textes, quoi, je vous jure. Ah non, mais vraiment, c'est martien. C'est moi, parfois, je me disais, c'est pas possible, ils font exprès, quoi. Ouais. Et Macron est beaucoup plus proche d'OSS 117 ou de l'agent 000 que de James Bond, il faut bien l'avouer. Mais quand on leur dit ça pour eux, alors il est entre De Gaulle et James Bond. Voilà, on va dire que c'est un mélange des deux. Parce qu'ils ont iconisé le personnage. Voilà, et donc sur ce genre d'espace, vous avez aussi le phénomène, je sais pas si vous avez fait un sketch là-dessus ou si vous allez en faire, mais là maintenant, bon, pour revenir à un sujet vraiment triste en sous-jacent, mais il faudra en rire après, que vous soyez artiste intellectuel, humoriste, etc., si vous êtes pour la paix, là vous êtes objectivement, maintenant, un traître. Vous êtes un traître. Bien sûr, bien sûr. C'est juste, non mais là, vous vous rendez compte. Enfin là, ça y est, quoi. C'est-à-dire que, à la rigueur, vous étiez visionnaire de la folie de ces gens qui maintenant, sur un terrain qui est quand même le terrain de la paix, vouloir la paix aujourd'hui, c'est faire de vous un traître. Donc, pensez qu'on peut réussir à rire avec ça, parce que moi, voilà, je suis au stade où vraiment je suis plus dans la sidération qu'autre chose. J'ai fait beaucoup de sketchs là-dessus. Hein. C'était tellement énorme. Quoi. Bon, de toute façon, je veux dire, toutes les valeurs sont complètement inversées. Hein. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que pour vouloir la guerre, c'est vouloir la paix. Voilà. Une femme, elle doit avoir un pénis. C'est pareil, on est dans le même registre, hein, donc on est complètement dans le truc. Oui, d'ailleurs, j'ai vu une affiche très drôle. Vous pourriez aussi carrément, autre source d'inspiration incroyable que le mouvement, l'idéologie trans, et notamment aux États-Unis. J'ai vu une affiche très drôle qui dit qu'un homme qui refuserait de sucer une femme à bite serait en fait bigot. C'est-à-dire, voilà, c'est l'homme qui réalise. Alors, et en plus, avec une petite histoire et tout, du genre, le gars ramène une meuf chez lui, s'aperçoit qu'elle a une bite, et en fait, bah quoi, tu veux pas me sucer, t'es bigot, quoi. Non, mais sérieux, je vous dis, on croit, mais là, je cherche même pas à être drôle, c'est le sketch du réel, quoi. Ils sont cinglés. C'est le sketch du réel. Non, mais c'est ça qui est fou, ça. Vous allez avoir du mal presque à rentrer en concurrence avec eux, quoi. C'est clair. Il suffit, voilà, je fais en fait une compilation, et je n'invente quasiment rien, c'est ça le pire, quoi. C'est ça, c'est épouvantable, quoi. Je n'invente rien, je fais juste une compilation, je regarde des trucs. J'écoute un peu à droite et à gauche, et il y a tellement de conneries en jeu que, bon, allons-y. Et dernière question, moi vous savez que j'en suis au stade, pour pouvoir repasser la parole à Jar Jar après, notre ami. Franchement, vous êtes pas, parfois vous devenez pas un peu complotiste en vous disant mais c'est pas possible, on a mis un truc dans l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou alors peut-être la thèse des machins qu'on saupoudre par les avions dans le ciel. Mais comment ils font pour devenir tous aussi cons? Enfin, je veux dire. Il y a 20 ans, ils n'étaient pas aussi cons, ou alors juste ça se voyait moins. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ça, c'est une grande question. C'est une énigme, hein, vous êtes d'accord? Une énigme. Après, je ne suis pas du tout du genre
nostalgique en disant avant c'était 1000 fois mieux, les gens étaient beaucoup plus intelligents. Ça, je ne le pense pas, parce que voilà, j'ai quand même pas mal vécu déjà maintenant, et bon, il y avait déjà beaucoup de cons de mon temps, mais disons que aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que c'est la connerie qui a pris le pouvoir, quoi. Je pense qu'il y a autant de cons, mais maintenant les cons ont beaucoup plus de pouvoir. Donc c'est quand même. Et la connerie est devenue un facteur de régulation, quelque chose qu'on induit par des ingénieries sociales voulues. Voilà, il y a une forme de ouais. Évidemment, mais bien sûr, parce que s'il y a autant de cons au pouvoir, c'est qu'on les a mis au pouvoir. Voilà, et c'est que voilà, donc. C'est comme en l'occurrence là, pour reprendre justement une référence à nos amis macronards. Vous voyez, ce soir, j'entendais qu'ils se réjouissaient, alors que le pays est en train de couler, qu'on ne sait même plus comment finir les mois. Ils se réjouissaient que Macron vienne de faire une offre à Zelensky de 2 milliards. Il vient de donner, il vient de faire un chèque de 2 milliards à Zelensky. Il se disait, voilà, c'est formidable. Notre président. Alors, il l'appelle pas Macron, il l'appelle Manu, affectueusement. Manu, il est trop fort, Manu. Notre président c'est un truc de fou. Aide l'Ukraine. Alors, sachant que naturellement, comme j'ai dit, eh bien, tout ceci terminera dans les poches des oligarques ukrainiens que vous verrez nombreux à Saint-Tropez cet été. Voilà. C'est clair. Voilà. Jar Jar, tu peux y aller. Voilà. Bienvenue à toi, amigo. Voilà. Ah, bonsoir, Jar Jar, qui est lui-même la star de la menace fantôme, épisode 1 Star Wars. Bonsoir, cher Jar Jar. Nous avons des stars ce soir de cinéma. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Donc je ne suis pas je n'ai jamais tourné avec George Lucas, je l'avoue, je suis une vraie personne derrière. Ça alors. Ouais. On est déçus. Voilà. Bon. Donc enchanté, merci Fred pour l'espace, vraiment, c'est très top, très bien de recevoir Laurent, c'est super. C'est cool. lui qu'il faut remercier. Et exactement. Moi, j'avais 2 petites questions, mais oui, d'abord, je voulais dire quand même que ce que vous faites quand même. Moi, je vous ai vu arriver. Je pense que ça fait pas longtemps que vous diffusez les sketchs. Non. Les courts métrages, ça fait quoi? Pas très longtemps. Et vous étiez sur un autre réseau avant, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que moi avant, donc j'avais fait mes longs métrages qui passaient en salle, qui étaient après en VOD, tout ça. Et après, je me suis mis au sketch court aussi, parce que voilà, on peut réagir plus vite à l'actu, c'est plus facile à tourner aussi, mais ça ne m'empêche pas du tout de faire également des longs métrages. Là, en ce moment, au moment où je vous parle, là, en ce moment, là, je suis en train de finaliser l'étalonnage de mon prochain film. Donc, un long métrage qui dure 1h30, etc. Donc, en fait, je vous cache pas, c'est que moi, j'adore tourner. Voilà, je me sens vivre. Et vraiment. Vous aimez les acteurs qui, franchement, transpirent à l'image, quoi. Ah ouais, parce qu'aimer les acteurs, c'est particulier. C'est vrai. Voilà. C'est un moteur chez moi vraiment essentiel. Un vrai moteur. Ouais. J'aime vraiment les comédiens. Ça se sent. Si je fais des films et même si je fais des sketchs, c'est parce que j'estime beaucoup les gens que je filme. Voilà. Et pour en revenir en effet à ça, c'est-à-dire que comme aujourd'hui j'ai décidé de filmer les gens que j'estime, je ne prends plus de gens connus. Bravo. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est dans ce combat contre la bourgeoisie en fait. Voilà, la bourgeoisie du cinéma m'insupporte totalement quand il y a des gens qui ne sont pas issus de cette bourgeoisie, qui n'ont pas le pouvoir et qui ont beaucoup de talent, et j'essaie de leur rendre hommage en fait en faisant des films où ils peuvent briller par leur talent. Voilà, c'est mon petit. Ça me fait penser à une phrase très très ancienne de Georges Lucas. Non, pas Georges Lucas, de l'autre, son copain là, celui qui vient de sortir le film Mégalo là, je sais pas quoi. Mégalopolis. Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, il y a très très longtemps, il y a au moins 40 ans, très visionnaire. Il disait, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti des petites caméras là, H8. Il y aura bientôt une petite fille de 12 ans au fin fond du Wyoming qui empruntera la caméra de son père et qui sortira un chef-d'œuvre. Ça m'avait marqué. Et c'est ça en fait, ça y est, on y est. Il l'a dit avec 40 ans d'avance, on y est. Il y a vraiment des gens qui font des chefs-d'œuvre sur YouTube et avec des moyens. Mais complètement, c'est formidable. D'ailleurs,
démocratisé à un point inouï par rapport moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'était très compliqué. Le cinéma, c'était en pellicule, etc. Ça coûtait une fortune. Voilà. Aujourd'hui, avec les progrès techniques, c'est vrai que n'importe qui peut faire des films. Et ça, c'est quand même formidable. Mais d'ailleurs, il s'est passé un renversement assez spectaculaire, je dirais, par rapport au cinéma à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire du cinéma, la technique était chère et compliquée, mais néanmoins, les gens qui voulaient faire des films un peu comme ça, à l'arrache, disons-le, voilà, à l'arrache, ils faisaient un petit emprunt, machin, ils arrivaient à faire leur film. Et moi, en effet, j'avais de mon temps monté une assoce pour aider les gens justement en province pour faire leur film. Donc j'ai fait, c'est une période de ma vie que je regrette absolument pas, qui était même assez extraordinaire. J'ai fait des rencontres fabuleuses. On était une petite équipe, on était 3 avec du matériel et on se rendait chez des gens qui voulaient faire du cinéma parce qu'on était équipés en matériel. Et les sujets de cette époque-là étaient toujours des sujets totalement, mais super. Enfin, c'était pas forcément des chefs-d'œuvre, mais c'était des choses beaucoup plus étonnantes, innovantes qu'aujourd'hui. Les jeunes peuvent faire ce qu'ils veulent comme film, mais quand moi souvent je regarde les films du Nikon Film Festival, par exemple, où il y a beaucoup de films qui sont présentés, et ben je trouve qu'il y a c'est-à-dire que la liberté qu'on a donnée d'un point de vue technique ne s'est pas du tout répercutée dans la liberté sur les sujets abordés. Quand, de mon temps, on n'avait aucune liberté d'un point de vue technique, mais étrangement, il y avait beaucoup plus de liberté dans les sujets évoqués. Donc, si vous gâtez trop les gens, c'est la médiocrité qui arrive au pouvoir, quoi. Je pense, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de même d'ailleurs, moi. Alors Laurent, petite pause technique, vous avez un petit problème de son sur le smartphone, comme si la connexion Wi-Fi ou 4G avait faibli. Et il y a environ 20 secondes, vous êtes un peu estompé, comme un R2D2 dans une tempête des sables. Ouais, c'est l'effet Star Wars. L'effet Star Wars, voilà. Dommage. Parce que j'ai pas posé mes 2 questions. Voilà, justement, j'allais m'excuser en te disant qu'on allait te laisser tranquille, Jar Jar, aller au bout de ton échange. Je pense que, Laurent, si vous m'entendez, redémarrez X et revenez sur l'espace. Voilà, ça arrive parfois. Parfois, on saute, comme on dit. Est-ce que vous êtes satisfait, Jar, de la réponse de Laurent? Est-ce que j'en ai eu qu'une infime partie. Ça fait... Il y a toujours des bugs. Est-ce que ça marche là? Ouais. Voilà, ça y est. Fin de la pause technique, je me fais un petit signal pour le montage. Ouais, je tiens à dire que j'ai bluffé le cinéaste Laurent Firode parce qu'il a vu que j'avais un clap en début d'émission. Je tenais à l'impressionner avec mon clap, mon vieux clap. Alors, on va laisser Jar Jar réagir en tout cas. Après toi. C'est reparti. Donc fin de la coupe au montage parce que je vais avoir du montage, donc je me fais un signe. Voilà, c'est reparti. Déjà, non, je voulais vous dire surtout que ce que vous faites, c'est au niveau des courts-métrages, c'est d'utilité publique. En tous les cas, nous, ce qu'on voit sur Twitter, parce que moi, je vais aller regarder vos films, etc., m'intéresser beaucoup plus sur tout le reste. Mais que c'est vraiment d'utilité publique parce que moi, j'ai pu montrer des choses à des gens de ma famille, des sketchs à vous qui sont passés crème, qui ont aidé à faire comprendre certaines choses que je leur expliquais. Ah bah tant mieux. Oui, super. Je vous le dis honnêtement et je pense que je suis pas le seul, loin de là. Donc ça peut aider, donc ça c'est vraiment utile. Et en même temps, il y a du talent, etc. Tout ce qui a été dit jusque-là, et c'est complètement vrai. C'est triste de devoir aujourd'hui d'être obligé d'aller se mettre dans des niches comme ça. C'est un peu ça. Non, un peu de la peine, quoi. C'est dommage. Bah oui, je sais. Bon après, comme ça. Et effectivement, voilà, je voulais vous dire ça. Par rapport aussi au cours Florent, moi j'ai fait les cours Florent 3 ans et je suis halluciné d'apprendre que c'est maintenant tenu par un fonds de pension. C'est hallucinant, quoi. C'est fou.
Mais ça m'étonne pas. J'ai connu quand c'était pas encore trop l'usine. Ouais. J'ai eu de la chance. Ouais. Et effectivement, rebondir sur le fait qu'on n'imagine pas à quel point les gens qui dirigent les télés, qui décident des budgets, qui vont être éjectés du jour au lendemain, les gens ceux qui sont, pas derrière le rideau, on va dire, s'imaginent pas à quel point ils sont fous et incompétents, quoi, voire pire parfois. Enfin voilà, et j'imagine que c'est de pire en pire, parce que moi je suis quand même sorti un petit peu de tout ça depuis un moment, mais j'imagine que ça doit être pire aujourd'hui. Évidemment, parce que c'est une incompétence qui en même temps qui est avec une arrogance terrible. C'est ça qui est épouvantable. C'est ça, une suffisance. C'est ça qui est fou, c'est que si on est incompétent et que on ferme sa gueule encore, bon ça va, hein. Mais quand on est incompétent et en plus qu'on l'ouvre et qu'on demande aux autres de fermer sa gueule, là ça devient moins insupportable. Donc et là en effet. C'est le cas en ce moment. C'est pour ça que c'est pas un monde du tout dans lequel je veux remettre les pieds. Ça c'est certain même. Je veux dire. Ouais, ça se comprend. Et du coup, alors je vais poser mes deux vraies questions qui vont être plus rapides pour le coup. Est-ce que par rapport au court-métrage donc que nous on connaît, est-ce que c'est vous m'avez dit que vous aviez plusieurs réseaux. De toute façon, vous avez YouTube, je crois, une chaîne YouTube, etc. Est-ce que X comptabilise le plus, je dirais pas de vues, mais d'engouement, de réactions, etc., ou que par rapport à YouTube ou d'autres réseaux que vous avez? C'est très variable en fait. C'est-à-dire que ça va dépendre des sujets en fait. Hein. Donc mes plus gros scores, c'est sur Facebook. Sur Facebook, j'ai fait des scores à 4 millions de vues. Ah, je suis surpris pour le coup, alors, que ce soit Facebook. Intéressant. 4 millions de vues. Alors, ça rejoint ce que l'algorithme. On ne sait pas trop. Hein. Parfois, ça fait 4 millions de vues. Parfois, je vais faire 20 000. Hein. Voilà. Mais en effet, sur X, c'est beaucoup plus, je dirais, stable, en fait. Il y a beaucoup plus de retours aussi, hein, évidemment. Après, mes vidéos, elles peuvent aller de 150 000 vues à 30 000 vues, en fait, en gros, sur X. Ouais, c'est vachement bien. Sur YouTube, à peu près pareil, quoi. Donc, mais en effet, les abonnés montent aussi, hein. C'est-à-dire que ça, c'est quand même chouette. C'est-à-dire que je gagne 500 abonnés par jour, à peu près. Donc, j'ai ça, et c'est vrai que les retours sont toujours super, super bons, et c'est vrai que moi, ça me motive beaucoup. Même quand je sors dans la rue, il y a pas mal de gens qui me disent merci pour ce que vous faites. Là, aujourd'hui, j'en ai croisé 2. Voilà. Donc, j'aime beaucoup marcher, moi. Donc, là, vous en avez une centaine d'un coup, là, qui vous disent merci. Sur le salon. Mais en même temps, ils étaient au courant que je passais. Mais c'est centaines en temps réel. Si je vais, par exemple, au Carrefour et que voilà, je vais faire les courses, et à tout d'un coup, on me dit merci pour ce que vous faites. Je pense que ce n'est pas parce que je fais les courses à Carrefour, mais parce que peut-être c'est des films. Ça, c'est super. Je l'espère. Moi, c'est une question qui m'intéressait en tant que tweetos, quoi, on va dire. Hein, voilà. Et parce que je vous ai connu sur X, là, j'étais loin de me douter que Facebook, un réseau à la limite dont moi je suis parti, que j'ai fui parce que voilà. Mais je sais, mais c'est ça qui est fou. Après, je suis aussi sur TikTok. Bon, moi, le vieux schnock, je suis sur TikTok. Bon, ça me fait marrer. Mais il y a des trucs qui font, par exemple, qui peuvent faire des millions de vues. On ne sait pas pourquoi. D'autres vont faire 20 000. Alors là, c'est complètement aberrant. Des influenceurs qui sont touchés, qui vont reprendre des gros comptes. J'arrive pas à comprendre le truc. C'est-à-dire que voilà, après, on est repris. Instagram, c'est pareil. Mais c'est sûr qu'il y a une régularité beaucoup plus importante sur X et sur YouTube. Ça, c'est indéniable. Avec peut-être plus d'interaction aussi. Beaucoup plus. Et des gens quand même beaucoup plus, je dirais, sensés. Hein. Sur TikTok, parfois, on a des remarques... un peu aberrante, hein, donc mais c'est assez amusant d'ailleurs. Hein. Mais parfois on se dit, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris le sketch? Je crois. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Effectivement. Évidemment. Voilà. Alors ma deuxième question, Laurent, merci beaucoup. Ça serait, est-ce que vous penseriez possible aujourd'hui, à l'heure actuelle, de monter une chaîne TV ou radio en dehors de la Doxa en France qui pourrait avoir une existence on va dire, sans que ça soit RT ou d'autres chaînes, mais voilà, qui pourrait subsister et avoir une audience?
à votre avis? Une chaîne télé sur la TNT, qui pourrait éventuellement arriver peut-être au bout d'un an et demi sur la TNT ou vraiment sur quelque chose de grand public. Très très difficile. Moi, dans les années 90, j'avais été une personne, enfin, on était deux à avoir créé une télé locale qui s'appelait Télébocal dans le. Oh, j'ai connu Télébocal. Arrondissement. J'ai connu, c'est vous, d'accord. Oui, c'est moi en fait. Ah d'accord. Moi aussi, je connaissais bien. Oui, évidemment. Donc voilà. Oh là là. Donc, figurez-vous, je faisais de la web TV moi aussi, donc ça, je regardais ce que vous faisiez. Voilà. Donc un studio aussi. Voilà. Donc Télébocal, donc c'était l'époque avant même Internet. Il y avait rien, donc c'était une télé assez innovante, je dirais, parce que c'est vrai que le concept c'était c'est pas la télé qui vient chez vous, c'est vous qui venez à la télé. Donc c'était un truc assez spécial, mais en même temps ça a été très très formateur. Après, je pense que créer une télé aujourd'hui, je pense que la télé c'est quelque chose de complètement has-been, quoi, en fait. Donc de toute façon, je le vois, les jeunes ne regardent plus du tout la télé. Ma fille ne regarde jamais la télévision. Moi-même, pourtant je suis très 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 âgé, je devrais regarder, parfois ça m'arrive de regarder un Colombo encore. Enfin, voilà, on se refait pas à 62 ans. Mais on connaît déjà le tueur dès le début, faut pas. Bon, tant que vous regardez pas Derrick, ça va encore. Mais Derrick aussi, on connaît le tueur. Exactement, ça peut arriver. Hein. Je peux tomber dedans. Bon, je peux tomber dedans. Bon voilà. Donc voilà. Après, donc je pense que c'est un média en fait has-been. Je pense. Ouais, donc en fait le web entre guillemets suffit quasiment. Oui. À pouvoir exister. Bien sûr, complètement. De toute façon, on le voit même avec toutes les grandes plateformes aujourd'hui, hein, que ça soit Netflix ou Disney. Voilà, c'est la télévision maintenant, c'est Internet, bien sûr. Ouais, et justement, les audiences, vous avez après, je repasse la parole, hein, mais les audiences, en tous les cas, de la télé, l'état de santé un petit peu des médias actuellement, est-ce que vous avez une tendance de ça? C'est-à-dire un écho. Ça monte, ça descend. Ça descend, c'est sûr. Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé et ils sont de plus en plus âgés. Moi, je me souviens très bien, mon dernier téléfilm que j'avais fait pour France Télé, ça date de 2012. Ouais. Et déjà, à l'époque, il me disait, moyenne d'âge de France 3, c'était, je crois, 78 ans, hein, la moyenne d'âge. Ah ouais, quand même. Et il y a ça, maintenant, 12 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle doit dépasser les 80 balais. Hein. Donc, on arrive à quelque chose qui est, la télévision n'intéresse plus que des gens très âgés qui veulent avoir une compagnie. Rester dans un ronron un petit peu. Oui, voilà, parce que avant que la majorité, ils sont veufs ou veuves, hein, la grande majorité, donc ils sont seuls, donc voilà, ils veulent avoir une présence, ils mettent la télévision, je pense qu'ils n'arrêtent même pas en fait. Hein. Donc on arrive à un truc un peu politiquement correct, très pathétique, très triste, mais néanmoins c'est eux encore qui ont le privilège d'avoir tous les financements. Donc ils sont bourrés de pognon. Le rouleau compresseur dont on parle souvent. C'est ça qui est fou, quoi. Ils sont bourrés de pognon quand il n'y a plus personne qui les regarde réellement, en fait. Donc ça reste un truc, je pense, qui va tendre à disparaître. C'est indéniable, hein, mais je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais en tout cas, c'est sûr, ça va être. Ça va disparaître assez vite, je pense même. Hein. Justement, pour rebondir, Laurent. Merci beaucoup, en tous les cas, Laurent, pour vos réponses. Et n'hésitez pas à vous inscrire, évidemment, à me follow. Hein. J'en tremble, là, évidemment. Oh, merci. Jajar tremble. Mais ça n'arrive jamais. Voilà. Merci en tout cas à vous pour ces questions. Merci, Jajar, pour ces questions lumineuses. Et je me permets de rebondir pour poser la question à Laurent Firode, de savoir, vous avez connu finalement différentes périodes dans le monde du cinéma, les années 90, vous avez même pu donc sortir des longs métrages dans les années 2000 également en salle. Et quelle est votre vision, justement, on parlait de ça, de l'évolution aujourd'hui des financements, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les financements des films intéressants vont plutôt sur les plateformes et que le cinéma a du mal à se financer pour des
des projets plus ambitieux, on va dire. Ambitieux en termes de sujets ou de moyens? Oui, plutôt. Tout à fait, les sujets ambitieux qui ne peuvent pas vraiment se financer au cinéma. Non, en effet, parce que c'est-à-dire que le gros problème quand on cherche un financement au cinéma aujourd'hui, c'est pas quand on va voir un producteur, il ne cherche pas à avoir un succès. Hein. Il faut bien dire ça, il cherche à avoir des subventions. Donc évidemment, tout est complètement. Les fameuses avances sur recettes. Pas forcément, enfin, ça en fait partie. Mais ça en fait partie, mais c'est une infime partie. Parce qu'il y a, n'oublions pas que le cinéma est entièrement financé par cette fameuse exception culturelle française. Et c'est quoi, en fait, de manière concrète? C'est toutes les obligations d'investissement. Toutes les chaînes télé sont obligées d'investir de l'argent dans le cinéma. Ça, les gens l'ignorent la majorité du temps. Et les régions également, sont obligées également d'investir. Ils ont un budget pour accorder au cinéma. Donc en fait, sans cette exception culturelle, le cinéma français n'est absolument pas rentable. On le voit, par exemple, on voit le film avec le film Toutes pour une, par exemple, qui a coûté 10 millions d'euros, qui a fait 13 000 entrées, je crois. Un flop lamentable. C'est un flop. Il est même monté à 11 millions d'euros en financement avec promotion. Voilà. Donc oui, tout à fait, avec la promo qui était super importante. Donc en effet, 11 millions d'euros. Donc on se dit, c'est un échec terrible. Mais en fait, non, c'est pas un échec par rapport au monde du cinéma. C'est que si on a pu avoir 11 millions d'euros sur un projet aussi merdique, c'est-à-dire que c'est une victoire en fait extraordinaire du producteur. C'est formidable. C'est-à-dire que sur un film aussi merdique, arriver à récupérer 11 millions d'euros, tout le monde c'est très bien payé. Ils se sont gavés, mais à un point inimaginable. Donc c'est une réussite totale. Par rapport aux professionnels du cinéma, parce que je sais très bien comment ils pensent, c'est une réussite absolue, parce que le but du jeu, c'est d'obtenir le maximum de subventions. De faire un succès. Si on fait un succès, tant mieux, c'est bonus. Mais le but ultime, c'est d'avoir les subventions. Et aussi, surtout, c'est pour ça qu'également, quand moi, j'ai commencé à faire du cinéma professionnel, je dirais, des longs métrages, etc., les budgets étaient beaucoup plus petits, parce que maintenant les gens se gavent tellement, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je discute encore avec certains producteurs qui peuvent me parler de manière assez ils disent, enfin je sais même très bien quand ça se passe, mais aujourd'hui c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'un film qui a coûté officiellement par exemple 11 millions d'euros, on sait très bien que le film a réellement coûté, pour le faire, moitié moins. Tout le reste va à la prod. Parce qu'ils ont bien sûr. C'est une évidence. C'est un jeu ridicule, quoi. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que quand souvent on entend cette remarque qui est totalement juste, d'ailleurs, on se dit tiens, mais comment le film a pu coûter aussi cher? On ne voit pas de l'argent à l'écran. Évidemment, l'argent n'est pas à l'écran, et l'argent est dans les poches de tout le monde. Donc, tout le monde, non, justement, hélas. Pas tout le monde. Il est dans les poches des stars, du producteur, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma est encore une profession où il y a des écarts de salaire, mais monumentaux. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je me souviens très bien, à une époque, j'étais lecteur au CNC, et je me suis fait virer, parce que j'avais fait la remarque. On siégeait tous, on était 12 comme ça autour d'une table, et à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, je pense qu'on va arrêter avec les films sociétaux à 2 balles, où on va voir encore une grosse star qui va se prendre un salaire monstrueux, quand sur le même film, il y aura un stagiaire qui va être même pas payé, qui va faire 12 heures par jour pour les ramener en voiture, etc. C'est un cauchemar. Il faut qu'on balaye devant notre porte. J'ai été viré quasiment le lendemain. Oui. C'était fini pour moi. Donc voilà. Donc on est dans cette hypocrisie totale, et c'est vraiment épouvantable. Mais voilà. Et on se demande si les films sont mauvais par manque de budget, du coup, qui ne serait pas alloué, ou justement parce que en fait c'est la médiocrité ambiante qui a engagé les plus faciles, ceux qui obéissent le mieux. Quoi, en fait. Mais complètement. Et c'est parce que cette médiocrité va permettre d'obtenir des subventions. C'est ça. Ça va les valider, quoi. Ça va valider. Mais oui, complètement. Il y a un exemple frappant, c'est un des derniers films de Danny Boone
qui a coûté 27 millions d'euros. Le film se passe dans un 2 pièces cuisine et une séquence dans un aéroport. Voilà. Sincèrement, c'est un tel détournement d'argent que même les spectateurs s'en sont aperçus et que le film a fait moins de 800 000 entrées. Je la connaissais pas celle-là, c'est excellent. Mais oui, mais c'est ça qui est fou, ça. 27 millions d'euros, c'est une fortune, 27 millions d'euros. Ouais. C'est incroyable, quoi. Et c'est le contribuable qui donc paye très clairement ce genre de flop. Hein. Ah ben bien sûr, c'est le contribuable. D'ailleurs, j'ai un exemple inverse aussi, c'est-à-dire que l'inverse, c'est vrai, je ne sais pas si vous vous rappelez du film No Man's Land. No Man's Land, oui, produit par des Français, qui a donc remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Ouais. Eux n'avaient pas eu beaucoup de subventions, je les connaissais très bien, c'était des camarades. Et je bossais un peu avec eux. Et le fait d'avoir gagné l'Oscar du meilleur film étranger ne les a pas préservés du dépôt de bilan. Ah bah oui. La prod est morte. Alors qu'on aurait pu dire, bah, ça c'est bon, ça lance la carrière du film, etc. C'est-à-dire que le pire c'est ça, c'est que même en faisant un succès, à partir du moment où vous êtes en dehors de ces réseaux de subventions, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à l'intérieur de ce cénacle, vous allez mourir pour tout un tas d'autres raisons, en dépit même d'un succès planétaire. Absolument. Parce qu'après, du moment où vous avez un succès, un très très gros succès, il y a des gens qui vont arriver vers vous pour récupérer la personne qui est censée avoir fait ce succès-là, et ceux qui sont autour souvent pâtissent parce qu'ils sont plutôt écartés, je dirais. C'est ça. Donc, voilà. Donc après, sachant qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de piratage et ils pouvaient se rattraper sur la vente des DVD et tout, mais non, ils ont dû mettre la clé sous la porte, quoi. C'était incroyable. Complètement, hein. Mais de toute façon, c'est toujours assez curieux. Moi, je me souviens d'avoir reçu le prix du meilleur scénario au festival de La Rochelle, donc le festival télé le plus prestigieux, machin. J'avais pris du meilleur scénario et je n'ai jamais aussi peu travaillé après, quoi. Donc je me suis dit, bon, ils se sont dit, il va être trop cher celui-là, peut-être. Je ne comprends pas. Donc en effet, j'ai pu changer d'agent. En effet, j'ai eu un agent prestigieux qui m'a pris. Bon, ça m'a rien fait du tout. Je suis resté quasiment pendant 9 mois à rien foutre, quoi. Donc voilà, c'est assez. C'est imprévisible. Mais oui, parce qu'en fait, on ne peut pas maintenir de marge bénéficiaire franchement intéressante sur la main-d'œuvre artistique, créative, qui s'annonce probablement légitimement plus chère du fait des prix et qu'elle peut afficher, quoi, et des prix qu'elle a gagnés. Bah voilà, oui, normalement, mais après, bon. Il faut des gens contrôlables. Ouais. Intéressant. Débilocratie après toi. Moi, après, j'aurai quelques questions en mode finish du salon, d'autant que je sens, en fait, ce que vous savez pas, c'est que sur la vidéo, donc Laurent est en train de regarder ailleurs, et je sais pas pourquoi je me dis, il est en train de vérifier l'export. Hein? Tout à fait. Bon voilà, ça c'est un truc de vidéo. Donc il est en train de regarder un autre écran, il se dit bientôt mon film sera généré. C'est ça, voilà. Il a appliqué des filtres et tout. Si l'étalon est bon, quoi. Oui, alors du coup, je vais essayer d'être. Donc on sait qu'après vous aurez besoin de reprendre le travail, donc on va pas essayer de durer trop longtemps. Et ça tombe bien, nous aussi ce soir on va pas se coucher aussi tard que d'habitude. Après toi, Kali. Alors, je vais faire très vite. Déjà, petite précision, malgré la pertinence des propos de Jar Jar, je tiens à rappeler que Jar Jar, c'est quand même un autochtone de Naboo qui finit sénateur du Sénat impérial, intergalactique. Donc, faut se méfier des personnes qui sont nées effectivement de basse extraction, mais qui finissent sénateur du Sénat impérial intergalactique. Oui, c'est lui qui donne la voix pour faire élire définitivement l'empereur Palpatine. Oui, mais dans un multivers, j'aurais pu faire voter l'inverse dans un multivers, hein, donc vous inquiétez pas. À propos du multivers, les fans de Star Wars ont été nombreux à une époque à se tirer la bourre pour remonter entièrement Star Wars, pour suggérer à George Lucas une manière de refaire les films sans Jar Jar. Donc Jar Jar effacé. J'avais entendu parler de ça. Et voilà, tu vois, et George Lucas a pété un câble, il a fait effacer les films et tout, mais il y avait des films, j'en ai vu un qui était très réussi, où les gars avaient fait des miracles au niveau montage pour enlever ce personnage qu'ils ne supportaient pas. Ensuite, très rapidement, ils se sont trompés. Télébocal pour moi, alors c'est amusant parce que Télébocal, je ne savais pas que Laurent était à la manœuvre ou au sein de Télébocal, et pourtant moi je viens de la banlieue parisienne, et donc dans la fin des années 90, Télébocal était quelque chose qui a alimenté certaines de mes nuits, en fait, donc c'est très amusant. Ensuite, je pense que c'est bien effectivement de pointer du doigt les abus budgétaires cinématographiques de certaines productions comme celle de Danny Boone, mais il ne faut pas oublier surtout ce que des personnages comme BHL
peuvent être Mon en termes Dieu. de captation de ces budgets. C'est incroyable. Si vous vous penchez sur la question en fouillant dans mes publications, vous trouverez justement ce que coûte BHL en budget privé, enfin en budget, pardon, d'imposition, en fait, ce que nous payons, nous, à BHL, pour le nombre de spectateurs de ces productions qui sont ridicules. Sachant que l'un de ces films a été élu le plus gros navet de l'histoire du cinéma. Oui, et encore, je pense que c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un seul. Celui où on voit Ariel en position levrette, je sais plus trop quoi, là, Oui, mais tout en se posant des questions existentielles, ça, c'est pathétique. Le jour et la nuit avec Alain Delon. Voilà, le jour et, voilà. Voilà, et Ariel Dombal. Alors, il faut bien l'avouer, qui est un des pires films de l'histoire du cinéma. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le détournement c'est un de film fond extraordinaire, quoi. C'est un film tellement grotesque, quoi. Incroyable. Ça devient magique, ouais. Et donc, ce qui m'a amené à vouloir reprendre la parole, c'est des questions que j'avais par rapport à ce qu'a dit Laurent tout à l'heure sur sa perception des réalisateurs, des producteurs, des acteurs actuels par rapport à ce qui se faisait avant. Et j'aimerais avoir son ressenti, mais vraiment là au sens purement artistique, sur deux choses. Premièrement, c'est arrivé près de chez vous de Poulvord, qui pour moi est quelque chose qui m'a marqué à l'époque, qui n'est plus lié à ce qu'il fait aujourd'hui, mais ça a été quelque chose pour moi de marquant. Et j'aimerais avoir le ressenti de Laurent sur les productions cinématographiques, que ce soit en tant que producteur, réalisateur ou acteur de... Merde. Oh putain. De merde, je réfléchis. Trop d'apéro. J'ai vu son œuvre. De Dupontel, voilà, de Dupontel. Dupontel. Donc, Enfermé dehors et bien d'autres. Bernie est le plus connu, mais c'est pas forcément le plus intéressant, je trouve, au niveau cinématographique. Mais j'aimerais, avoir le ressenti de Laurent sur Dupontel dans sa production générale et sur Poulvord sur C'est arrivé près de chez vous. Moi, j'aimais bien Dupontel dans les salles d'histoire sur Canal+. C'était crade. C'est ça, voilà. C'est vrai qu'il y avait Je les ai toutes refaites. J'ai toutes refaites avec des montages. Monsieur Manhattan aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, monsieur Manhattan. Ouais, tout à fait aussi. Monsieur Manhattan avec Poulvord énorme. Alors donc, votre ressenti sur Dupontel. Dupontel, je vais être cash. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. Il m'énerve. Bon, voilà. Après, il m'agace un peu. Le personnage m'agace. Il est totalement insupportable sur les tournages. Ça, je le sais pertinemment. C'est quelqu'un qui a un ego monstrueux. Parfois, il a fait des films que je trouve, ça se regarde. Je suis très chiant à ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Il va se dire, mais pour qui se prend ce vieux con? Mais je me prends pour personne, justement. Et voilà, donc je suis pas fan du tout de Dupontel. Je peux regarder un de ses films ou deux. En tant qu'acteur, je le trouve très mauvais. Voilà, donc je vais le cash. Hein, je trouve qu'il en fait vraiment des caisses. Il s'entoure parfois. Il n'est pas sorti de son. Vous savez ce qu'on dit des personnages One Man Show, ils doivent trouver leur clown. Oui, il a trouvé son clown. Son clown est excellent, mais il n'en est jamais sorti. C'est ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, mais quand on l'aime bien. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Il faut aimer le personnage. Moi, je n'aime pas le personnage. Par rapport à Poulvord, j'avais vu en salle, je me souviens, à sa sortie, le film belge en noir et blanc, là, qui m'avait impressionné. Hein, c'était assez curieux. Alors, je n'ai pas revu le film. Hein, je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune, donc évidemment, on a un regard toujours différent sur les choses. Après, le personnage, moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, hein, donc je sais comment il est. Bon, je ne vais pas vous cacher que c'était un peu une ivrognasse, hein, mais bon, voilà, tout le monde le sait, je pense. Donc après, comme tous les gens qui sont un peu, dépendants de l'alcool, ils sont. C'est-à-dire que ça me fait toujours penser au personnage dans le film de Chaplin, les Lumières de la ville, hein, ce milliardaire qui adore Charlot quand il est sous, mais quand il est à jeun, il ne le reconnaît pas, il le fout dehors. Donc voilà. Donc on est un peu dans ce genre de personnage. Donc je ne peux pas vraiment avoir un avis favorable ou défavorable, parce que c'est quelqu'un qui est quand même très dépendant à ça. C'est carrément une maladie. Hein. Donc après, non, il a fait de bons films, il a fait des grosses merdes aussi. Hein. C'est quand même un acteur très talentueux. C'est un homme que j'ai rencontré 2 fois. J'ai eu la chance et je suis bien tombé parce qu'à chaque fois, j'ai passé des moments délicieux. Bon. Adieu les cons, c'est très mauvais en tous les cas. J'ai regardé. Enfin, il y a plein de films avec lui récents où franchement, c'est pas à la hauteur, quoi. Non, c'est-à-dire qu'il accepte les films
pour la thune. Voilà, donc ça se sent. Donc il y a ce côté. Comme disait Quincy Jones quand il était en studio d'enregistrement, quand ça sent l'argent, ça veut dire que la musique va être mauvaise, quoi. Ah, ça c'est très très bien. Ça c'est très 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 bien dit, ça, en effet. Donc voilà. Donc je pense que voilà, on se retrouve encore dans ces cas de figure où tu as des gens qui sont connus, ce sont des stars. Parce que moi, je les ai beaucoup côtoyés, les stars. Hein, et donc, franchement, je me suis aperçu qu'ils avaient toujours que 3 sujets de conversation. C'était où placer l'argent. C'était toujours un sujet hyper important. Hein, donc, chacun avait ses petites combines. L'autre, c'était comment rester en bonne santé pendant très longtemps. Parce que ces gens-là sont toujours très, très soucieux de leur santé. Ils veulent vivre très, 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 très longtemps. Et troisièmement, quelle autre star ils ont rencontré. Voilà. C'est les 3 sujets qui les intéressent. C'est les 3 si possible aux États-Unis, ça fait sérieux. Et donc, c'est vraiment épouvantable parce qu'on se retrouve voilà, toujours la même chose. Moi, ça m'est totalement insupportable. Donc, c'est vrai que. Et je pense que. Ça m'intéresse pas, en fait. Mais plus ça va, et je pense même le Covid a encore créé une scission encore plus grande, c'est que ils sont complètement hors sol et dans une sorte de bulle, effectivement, à se regarder. Et vous parliez de Moki au tout début, c'est effectivement Moki, c'est quelqu'un d'imbuvable, quoi, de détestable sur les tournages à tous les niveaux, etc. Mais complètement. Merci de le dire. Voilà. Non, parce que c'est vrai on va apprendre des choses sur Jar Jar aujourd'hui. À mon avis, il a une carrière qu'il nous cache, d'où cet anonymat. Mais Moki, c'était un tel personnage que oui, Michael Lonsdal disait, moi, j'adore tourner un film de Moki tous les ans. C'est comme une cure quand on va en thalassothérapie. Moi, je fais des films de Moki parce qu'ils adoraient voir Moki sur un tournage qui était un spectacle à lui tout seul. Et même parfois, à mon avis, les tournages étaient plus intéressants que les films eux-mêmes. Vous voyez, il y a comme ça. Mais c'était un peu comme Chabrol, c'était des réalisateurs comme ça qui avaient une truculence qui faisait que ils avaient peut-être plus d'intérêt parfois que les films qu'ils tournaient. Oui, c'est un peu triste. Parce que parce que fallait mis un Melville à la limite, plus discret, quoi. Exactement, et je pense que quand on fait un film, ce qui est important, c'est le film. Ouais, je suis un vieux rabat-joie, un vieux con, je le revendique, mais en tout cas, voilà, pour moi, le principal, c'est le film, en fait. Après, si on s'amuse sur le tournage, tant mieux. Si on ne s'amuse pas, tant pis. En tout cas, le principal, c'est qu'on fasse un film correct. On va passer la parole à Alba, merci. Alba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monsieur Firod. Bonsoir Alain. Bonsoir Fred. J'avais une petite question. Je me demandais si. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend vraiment bien. Remarquablement très belle voix. Peut-être, oui. Alors je me demandais. Je crois que c'est Jar Jar qui nous sabotait en fait. Ah, non, voilà. Pas du tout. Balancé. Et je me demandais s'il y avait, si vous aviez une autre pratique artistique que le cinéma, et si vous avez d'autres médias d'expression que le cinéma, si vous avez une pratique, je ne sais pas moi, de peinture, si les autres arts, quelle place ont les autres arts dans votre vie et puis par ricochet dans votre travail cinématographique. Laurent n'en revient pas de cette question. Il est en train de chercher dans un livre, un cahier. En revue toutes les pratiques artistiques qu'il a sur son CV. Pardon, rétablissez votre micro, Laurent. Je l'ai coupé juste le temps que Alba termine, parce que vous aviez une petite réverbération entre vos deux micros. Je disais que, en effet, non, je n'ai aucune autre pratique artistique parce que le cinéma, pour moi, est un art complet. En effet, au départ, on écrit un scénario tout seul. Voilà. Bon. Ensuite, on va travailler avec des comédiens. Ensuite, on va travailler l'image, on va travailler la réalisation. Après, en plus, moi, quand je fais un film, je fais absolument tout. C'est-à-dire que je fais l'étalonnage, je fais le mixage. Donc, quelque part, c'est tellement complet que je
je me vois très très mal partir vers un autre média en fait. Pour moi, il me correspond complètement parce qu'on est à la fois dans une grande solitude au départ. Après ça, c'est un travail de groupe. Après ça, c'est un travail de rencontre avec les comédiens justement. Après, c'est un travail où on monte le film, on reçoit des avis de personnes qui regardent le film. On est en collaboration à ce niveau-là. Donc c'est une aventure humaine qui est toujours unique, qui est toujours extraordinaire. Et c'est vrai que je pense pas qu'on retrouve cette même aventure humaine à travers d'autres arts. C'est pour ça que je suis fasciné par le cinéma, parce que quelque chose là qui me fascine en tant que cinéphile, mais également dans la fabrication d'un film. Il y a quelque chose qui est unique. Et c'est une expérience et toujours à chaque fois extraordinaire. Donc je me vois très 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 mal faire autre chose, mais c'est même quasiment impossible, quoi. Juste une petite question. Alors, il y a un effet de réverbération, en effet, Ouais. que je ne m'explique pas. Il y a quelque chose qui a changé dans votre configuration ? Non, rien, absolument rien. C'est étrange. Attendez, je réfléchis. Ouais. Non, j'ai rien. J'ai juste C'est bizarre. mon ordinateur. Ouais, moi non plus, j'ai rien changé. Ouais, qui est plus qu'à 3% de batterie, je pense qu'il va s'arrêter, mais voilà. Mais bon, alors dernière ligne droite. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans aujourd'hui qui serait un petit peu victime de l'époque, c'est-à-dire tel qu'on peut vraiment être victime de l'époque quand on ne fait pas partie de ceux qui sont dans des familles qui peut-être les prédisposent à s'y sentir bien, c'est-à-dire un jeune qui se sentirait perdu, écœuré, sans boussole. Vous auriez envie de lui dire quoi, eu égard au fait que vous vous présentez vous-même comme vous disiez tout à l'heure le vieux con, moi j'en suis bientôt un, donc je suis avec vous, je suis à fond avec vous. Mais justement, c'est un peu, je cherche à savoir, parce que moi c'est vraiment un des trucs qui me désespère le plus, j'ai vraiment de la peine. Dans mon club de sport, il s'avère que je discute avec beaucoup de jeunes, par exemple, et je sais pas quoi leur dire pour, ça me fait mal. C'est-à-dire, je pense que on a tellement mis de côté la liberté. Je pense que pour moi, c'est la valeur essentielle, quoi. Essayer de vivre libre. Donc voilà, ne se soucier que de ça, en fait, de la liberté. Mais la liberté, en effet, elle peut revêtir énormément de formes, bien entendu. Mais en tout cas... oui, parce que là, c'est surtout le carcan qui est subtil, qui est imperceptible, qui est une espèce de carcan moral, malsain, toxique. Complètement. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est tellement dur d'envoyer un... Bon, et puis je la pose aussi parce que je pense que vous avez une des armes les plus efficaces, celle de la fluidité humoristique qu'on avait vécu tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous, on prend le risque d'être vraiment les vieux cons. C'est-à-dire que, oui, parce qu'on prend le risque, ce que je veux dire par là, c'est d'être obligé de rentrer dans la phraséologie de « Putain, c'était tellement mieux avant, si tu savais, nous, à l'époque, on pouvait draguer sans passer pour un macho, on pouvait baiser sans passer pour un queutard, et on pouvait aimer ce qui était symbole de liberté, d'exploration. Et crois-moi, Jeannot, parfois, je m'entends leur dire, tu sais, il ne faut pas croire que c'était nous qui dominions les femmes. Je pense qu'on a plutôt bien exploré une forme d'égalité, quoi, en tout cas d'équité sur des plans inavouables. Bref, c'est très très dur d'amener tous ces sujets aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que les jeunes sont complètement bloqués dans leur, je dirais même dans le principe de plaisir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mortifère. On parlait des écolos, on parle maintenant de la culpabilité permanente, les discours anti-patriarcaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. On voit même des docus, d'ailleurs, sur Arte même, ils sont obligés de reconnaître qu'on voit des documentaires dans lesquels des gamins tout jeunes qui n'ont pas 20 ans, enfin encore ados, qui disent « on ne sait plus du tout, les femmes et tout, on ne sait plus du tout on ne peut plus approcher, je suis mort de trouille, je ne sais pas quoi faire. » Après... Sans parler des dégâts du porno, bref. Non. Bien sûr, évidemment, mais en tout cas, je veux dire que tout ça, faut regarder le monde tel qu'il est dans la réalité, en fait. Donc, moi, j'ai une fille qui a 15 ans, et je vois bien que tous ces sujets-là, pour elle, et avec ses copines et ses copains, s'en foutent complètement. Ouais. Ils sont absolument au courant de tout. Ils savent comment ça se passe. Ils en jouent.
beaucoup. Donc il y a une génération qui arrive qui en gros a démystifié le bousin, quoi. Mais, je suis même super content en fait. Hein. Ouais, C'est-à-dire excellent. que 100% d'accord. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire que alors là, mais totalement. Moi, je sais pas, moi j'ai pas de bol parce que alors peut-être pas sur les 14-15 ans, mais sur les 20, 25, 30 ans, j'en rencontre des paumés. Ouais. Hein. Ah ouais, ça moi aussi. Ceux-là, je les trouvais masculins. Ouais. Quoi. Ah oui, ceux-là, je pense qu'ils ça sera plus dur pour eux. Ouais. Mais Et souvent, plus ils sont diplômés, et plus ils sont dans la Matrix. Ah bah, évidemment. Alors ça c'est la base, je dirais même carrément. Mais chez les plus jeunes, franchement, il y a l'espoir quand même. Vraiment. Autre question rapide, je vous en pose quelques-unes en mode Kalachnikov, et puis quand ça coupe, mais je vais aller vite, vous répondez du tac au tac, on va faire bref. Ouais. L'abstention pour vous, c'est un cri légitime du peuple là, qui se dépolitise, ou vous auriez tendance à dire attention les gars, c'est une démission dangereuse, faut quand même tenter le coup? Alors, moi je n'ai jamais voté. Hein. Donc pour vous, c'est un cri légitime de désaveu? Ah bah complètement, c'est-à-dire que le vote, c'est le piège à con, hein, donc c'est pour nous faire croire qu'on est en démocratie. Bon, alors je continue mon questionnaire. Comment vous définiriez aujourd'hui la dissidence? Est-ce que vous la voyez comme une sorte d'état d'esprit désaliénant pour soi-même, ou une espèce de nécessité, de devoir moral aussi vis-à-vis des autres, en quelque sorte, un peu? Vis-à-vis des autres, non, parce que je pense que vouloir le bien des autres, c'est quand même très très dangereux. Je pense que la seule morale, moi, la seule morale que j'accepte, c'est la morale je crois, c'est cité par Paul Valéry. J'ai l'impression qu'il disait, voilà, c'est ne pas augmenter le malheur des autres. Voilà. Bon, alors, question rapide, celle-là, je pense que vous répondrez vraiment du tac au tac aussi, et puis je pense que tout le monde pourra anticiper la réponse eu égard à tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, mais est-ce que vous pensez qu'on peut éveiller sans heurter, convaincre sans choquer? Certain. Ouais, bah ouais. Absolument certain. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire, et je crois que j'ai déjà quelques victoires à mon actif. Bon, c'était une question enfonçage de porte ouverte, mais parfois j'aime bien poser des questions dont je connais déjà la réponse. C'est comme ça. Je suis un peu bizarre moi aussi. Non, mais c'était bien de le dire, parce que bon, voilà, on a verbalisé. C'est une bonne. Est-ce que vous avez, alors, je reste sur la dissidence et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que la dissidence, elle progresse? Comment dire, d'une manière noble, ou est-ce que vous avez une impression qu'on est sur une pente de radicalisation qui peut amener à une conflictualisation grandissante? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous incarnez une forme de dissidence douce, mais je pense que vous êtes branché quand même sur le monde, alors comment vous le percevez ça? Non, bien sûr, moi je suis sur une forme de dissidence, de révolte ironique et humoristique. Ouais. Ça, c'est dû à mon âge aussi, hein, et à ma façon d'être. Hein, voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais on n'est pas super nombreux comme ça non plus. Après, c'est sûr qu'il y aura le monde est en train de changer. Hein, là, l'ancien monde est en train de mourir. Hein, donc, qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas. Bon, alors ce qui m'amène à mon ultime question, pareil, vous répondez du tac au tac sans vous prendre la tête, à l'arrache, j'ai envie de dire. À l'arrache. Bon, alors c'est quoi votre plus grande peur pour les années à venir, et votre plus grand espoir, par exemple? Ma plus grande peur pour les années... Alors je vais aussi, pareil, hein, c'est quand même absurde, hein, parce que je vais être cash avec vous, hein, c'est-à-dire que je n'ai peur de rien. Bon, voilà, déjà. Et mon plus grand espoir... j'aime pas vivre d'espérance. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas, en fait, l'espoir. Vous n'avez pas peur des chars russes bientôt sur les Champs-Élysées? Non, parce qu'ils sont bloqués à l'entrée du périph'. Mais ils sont là déjà, mais ils sont bloqués sur le périph' en ce moment. Tout va bien. Bon, eh bien, on va terminer tôt ce soir. Nous, vous savez, on est souvent là, Laurent, vous serez toujours le bienvenu. Vous pouvez passer parfois une tête curieux. Bien sûr. Je me permettrai de vous envoyer un petit message quand on sait qu'on recevra des écolos, des bobos, ou quand on sait qu'on aura des débats. Alors, je vous enverrai le replay, parce que je vous garantis qu'ici, comme les langues se délient facilement, c'est une tribune à la fois où la dissidence peut exulter sa souffrance, catharsiser son mal-être, mais où on a aussi parfois des sacrés spécimens qui viennent nous donner des leçons de morale. C'est sûr. Regardez aussi un peu les trolls sous nos tweets, c'est drôle, parce que la détestation qu'on suscite juste quand on pratique son esprit critique, c'est drôle. Mon Dieu. Voilà. Une dernière petite question hyper perso. Vous parliez du festival du cinéma Nikon là. Vous êtes nikoniste ou quoi?
Ah non, pas du tout. Non. Ah d'accord, non, c'était une question en passant. Non, c'est juste parce que je regarde les trucs, quoi. Je me dis, tiens, c'est marrant de voir les films que font les jeunes, en fait. Hein. Vous filmez avec quoi? C'est quoi votre matos? C'est quand même des SLR que vous détournez de leur Oui, bien usage sûr, tout à photo, fait. Alors moi, la dernière cam que j'ai achetée, parce que j'aime bien les trucs un peu, j'aime bien de la technique. Oui, mais parce que je suis comme vous, c'est pour ça que je me fais plaisir. Voilà. Alors c'est le Lumix S5 II. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Bon, ben moi, je suis à fond. Non, mais j'ai... Avec focal fixe, focal fixe Lumix, donc ouverture à 1.8. Ouais, voilà, très bien. Bah, moi, je suis chez Nikon pour info. D'accord. J'ai un kiff avec les Nikon et j'arrive pas à passer à Canon, je sais pas, je trouve que les couleurs, la colorimétrie, c'est trop criant. Ouais, mais là, on va gonfler tout le monde sur le space. C'était un petit plaisir, je voulais poser la question. Non, mais il fallait bien qu'on case les marques qui nous ont sponsorisés ce soir. Bien entendu. Si seulement on pouvait faire de l'audience en ce sens. Bon, en tout cas, Laurent, j'ai envie de vous dire, souhaitez-nous aussi, à nous aussi, que politoscope.fr se développe, parce que comme ça, évidemment. En fait, vous deviendrez une sorte de cinéaste bankable, parce que les plus on aura de trafic sur la chaîne YouTube qui démarre, et plus on pourra nous aussi peut-être avoir des royalties. On espère d'ailleurs que vous en vivez bien. Hein. Vous en vivez correctement de ce que YouTube vous paye, ou c'est une entube absolue? C'est un entubage absolu. C'est une entube, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, putain, quel dommage. Mais vous allez peut-être essayer Patreon ou les autres, non? Les plateformes payantes, il y en a certaines, à mon avis, c'est jouable, non? Ouais, faut voir. Faut voir. Ah, je vous ai perdu en caméra. Bah oui, parce que je n'ai plus de batterie. Ça y est, c'est mort. Alors, on en profite pour vous dire au revoir. Bah merci. Oui, moi aussi. Merci à vous d'être passé par là. Très sympathique. Mais cher Laurent, revenez quand vous le voulez. Vous êtes chez vous maintenant dans le Space Agora. Vous l'avez compris. Ça vous donnera des idées peut-être de courts-métrages futurs. D'autant plus que vous avez compris que notre ami Frédéric était, avec un physique de dieu grec, un acteur en puissance. J'ai bien vu. Voilà. Non, mais malheureusement, je suis pas drôle. Juste. Mais je les trouve tous très drôles, ça c'est sûr. Je suis bon public. Une dernière remarque de Jar Jar et puis on se sépare. Oui, parce que Jar Jar voulait dire quelque chose. Dernière remarque, c'est déjà continuer vraiment le combat, ce qu'on appelle le combat libre, comme vous le faites. Ça, c'est vraiment génial. Et si vous avez besoin de musique pour vos films ou vos courts-métrages, n'hésitez pas à me demander, parce que je travaille dans ce domaine. Voilà. D'accord, pour des chaînes. Voilà une bonne nouvelle. C'est peut-être une rencontre. Avec grand plaisir. Donc un petit follow, comme on dit, Laurent, sur Jar Jar et puis. Complètement. J'ai une offre d'emploi également. J'ai un musicien professionnel remarquable qui est également dans l'assistance et qui pourrait vous proposer également ses services. McCall, voilà, McCall est là, il serait très heureux. Bien sûr. Oui. J'ai reçu également en DM un DM un peu mystérieux. C'est un certain Jean D. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, bon, alors, on va pas perdre de temps avec Alain. Là, c'était encore trop gentil, je pense. Voilà. Il m'a dit que je suis intéressé. On va se séparer parce que de toute façon, comme la batterie est tombée en panne, je pense que Laurent, vous êtes encore là. Est-ce qu'au niveau, oui, je suis là encore. Ok, ça marche. Bon, voilà, on vous a perdu sur la partie vidéo. Donc, je vais devoir, je vais me taper une galère au montage. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être utiliser une IA pour reconstruire le visage de Laurent Firode. En tout cas, je vais probablement trouver là un prétexte pour le contacter en disant t'aurais pas des conseils de post-prod, s'il te plaît, Laurent? Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci, Fred. C'était vraiment un petit moment de bonheur. Si vous saviez les autres moments, comme on est sur des sujets tellement plus graves et glauques, et là vous nous avez rendu, vous les avez rendus grâce à la puissance de l'esprit satirique, vous les avez rendus tellement plus sympathiques en fait, hein, et puis on a remis un petit peu les choses à leur place. Bonne soirée à vous, merci Laurent. Merci, vous aussi, et à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Je vous embrasse tous. Ciao. Bonne nuit à tout le monde les amis, je ferme le space et je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao.